Tu as l'habitude de prendre des autostoppeurs en te rendant au travail? Dans ce cas, tu devrais prendre connaissance de l'arnaque de l'autostoppeur sur la route. Il s'agit d'une escroquerie qui vise les conducteurs peu méfiants. L'escroquerie commence généralement par une personne qui se fait passer pour un autostoppeur et fait signe à une voiture sur le bord de la route. Elle peut prétendre être en détresse ou avoir besoin d'un chauffeur pour se rendre dans une ville voisine. Dans certains cas, l'autostoppeur peut demander au conducteur de s'arrêter à un endroit précis, comme une station-service ou une supérette, où il disparaîtra avec l'argent ou d'autres objets de valeur qu'il aura volés. Cette escroquerie peut également se dérouler en équipe. Un groupe de personnes fait signe à une voiture et demande à être pris en stop. Une fois la voiture en route, ils menacent le conducteur et volent de l'argent, des objets de valeur, voire la voiture elle-même. Il est important d'être conscient de cette escroquerie et d'être toujours prudent lorsque l'on prend des gens en stop. Il est préférable d'éviter de donner de l'argent ou d'autres objets de valeur à toute personne qui prétend avoir besoin d'un transport et de ne jamais s'arrêter à un endroit qui n'est pas sûr ou familier. Les autostoppeurs ne sont pas le seul motif d'ennui sur la route. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que tu t'attends à trouver sur ta voiture garée, n'est-ce pas? Pourtant, c'est peut-être le signe d'une situation dangereuse. Une femme a raconté cette expérience en ligne, pensant qu'il s'agissait d'une simple farce faite par un jeune du quartier. Elle a décidé d'appeler une amie et de lui demander de l'aide pour nettoyer la voiture. Mais lorsque les deux femmes ont commencé à enlever le fromage fondu sur le pare-brise, elles ont vu quelque chose d'étrange à proximité. Elle se souvient avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes qui les regardaient avec méfiance. Comme elle n'était pas seule, elle a jugé qu'il n'y avait pas de danger à finir de nettoyer la voiture. Même si elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'être dévisagée, il leur a fallu près d'1 heure pour gratter le fromage qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Elle s'est tout de même demandé s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour voler une personne. En effet, la plupart des gens seraient tellement concentrés sur le nettoyage de leur voiture qu'ils seraient indistraits et ne garderaient pas un œil sur les objets qu'ils ont laissés dans la voiture, comme les sacs, les portefeuilles ou même les articles récemment achetés. Parfois, il pourrait s'agir d'une stratégie d'enlèvement. Le fromage collant obligerait la personne à se concentrer sur le nettoyage de la voiture et l'empêcherait de voir les personnes suspectes qui s'approcheraient d'elle en temps voulu. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, si jamais tu vois un morceau de fromage sur ta voiture, autant le laisser tel quel, tant qu'il ne te bloque pas la vue et qu'il n'affecte pas vraiment ta conduite. Le plus sûr est de le nettoyer à la maison. Ou alors, il faut se rendre à la station de lavage la plus proche, qui saura comment nettoyer au mieux le véhicule sans abîmer la peinture. Bien sûr, l'arnaque du morceau de fromage sur une voiture n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais certaines escroqueries sont plus légitimes, comme la suivante, qui est une méthode assez inhabituelle pour s'emparer des voitures des autres. Si tu remarques un t-shirt ou un sweat à capuche sur ton pare-brise, ou même enroulé entre tes balais d'essuie-glace, ne t'empresse pas de t'en débarrasser. Là encore, il peut s'agir d'un objet délibérément placé là pour détourner ton attention pendant qu'on t'enlève ta voiture. Pars aussi vite que possible, si tu le peux, et rends-toi dans un endroit sûr, bien éclairé et peuplé de gens. Là, tu pourras retirer sans risque l'objet qui se trouve sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. Il est assez évident que ceux qui l'ont laissé là avaient probablement la même intention. Il existe des méthodes efficaces pour réduire les risques de se faire voler sa voiture. Lorsque tu gares ta voiture, fais en sorte que tes pneus soient tournés vers le trottoir. Si les roues de l'auto sont dans cette position, les voleurs ont moins de chances de pouvoir se déplacer avec le véhicule. Ils verront que la voiture nécessite plus de temps et d'énergie pour être bougée, et elle deviendra donc une cible moins intéressante. Malheureusement, les escroqueries sur la route sont assez courantes, et l'une des plus répandues est la fameuse arnaque à la dépanneuse. Cette escroquerie consiste à laisser de l'huile, des clous métalliques ou des éclats de verre sur la route et à attendre que les conducteurs tombent dans le piège. Si une telle pratique endommage la voiture, les escrocs surgissent de nulle part et te proposent des services de remorquage à des prix extrêmement élevés. Ils essaieront de faire pression sur toi pour que tu utilises leurs services, car la plupart du temps, ils placent ces pièges à des endroits stratégiques. Ils font en sorte que les gens soient isolés dans des endroits où la visibilité est réduite et où il n'y a pas de station-service en vue pour évaluer les dégâts occasionnés à la voiture. Si par exemple le remorquage est la seule option possible, le remorqueur en profitera pour emmener la voiture dans des ateliers non agréés par ta compagnie d'assurance.
Cela signifie que tu devras payer encore plus d'argent pour récupérer ta voiture. Si tu conduis depuis assez longtemps, tu sais que le conducteur qui percute un autre véhicule par l'arrière est toujours responsable. En effet, il convient de toujours garder une distance confortable par rapport à la voiture qui précède, afin de pouvoir s'arrêter en toute sécurité en CA d'urgence. Certains escrocs en profitent pour freiner brusquement à plusieurs reprises, provoquant ainsi une collision. Cette tactique dangereuse est utilisée pour obtenir de l'argent pour de prétendus dommages et même pour de faux frais médicaux. Pour éviter d'être victime de cette escroquerie, il convient de réduire sa vitesse et de garder une distance de sécurité, en particulier avec les véhicules suspects ou les conducteurs chaotiques. Si un escroc continue à t'importuner dans la circulation, la meilleure chose à faire est de te rendre au poste de police le plus proche et de le dénoncer. Prenons un exemple. Tu es en train de rouler sur la route et soudain, un motard attire ton attention et te fait remarquer que tes roues fument. Tu t'arrêtes rapidement sur le bas-côté de la route. Le motard se propose alors de t'aider en appelant un mécanicien pour qu'il vérifie tes roues. Étonnamment, le mécanicien arrive très vite, mais il désactive ton système de freinage pendant qu'il inspecte la cause de la fumée. Il te demande ensuite de tester tes freins, qui ne fonctionneront évidemment pas puisqu'il les a déjà désactivés. Faisant semblant d'être serviable, il te propose de réparer tes freins, mais il te demandera un prix énorme pour cela. Morale de l'histoire, reste fidèle à ton mécanicien ou à ta société de remorquage de confiance. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sur la route. Certaines escroqueries ne sont même pas authentiques, mais constituent des légendes urbaines. De nombreuses personnes affirment avoir vu le Wrong Way Man, ou l'homme qui roule à contresens, sur les routes. Une version de cette histoire mentionne un homme coincé dans une rue à sens unique, provoquant le chaos et la confusion, alors que les autres conducteurs tentent de l'éviter. On dit de cet homme qu'il est fou et dangereux, avec un regard sauvage dans les yeux et un penchant pour la conduite imprudente. D'autres versions disent qu'il ne conduit même pas, mais qu'une fois que tu vois cette personne mystérieuse sur le bord de la route en rentrant chez toi, tu dois faire demi-tour et éviter de retourner dans ta maison pendant au moins une semaine. Autrement dit, quelque chose de grave pourrait se produire. Il existe d'innombrables récits d'accidents évités de justesse avec ce mystérieux personnage. Certains disent même qu'ils ont été frappés par l'homme et qu'ils ont subi de graves blessures. Malgré les nombreuses observations et histoires, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence réelle de l'homme qui roule à contresens. De nombreux experts pensent que cette légende n'est qu'une simple mise en garde, destinée à rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention à ceux qui les entourent et conduire prudemment. Cependant, la légende persiste et continue d'être transmise de génération en génération, ce qui en fait l'un des mythes urbains les plus tenaces de tous les temps. Tu marches sur la plage en direction de l'eau, mais quelque chose semble différent aujourd'hui. L'eau est d'un vert éclatant et ton nez se remplit d'une odeur bizarre d'œuf pourri. Dois-tu t'approcher pour vérifier quel est ce phénomène? Non. Arrête-toi tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vois s'appelle une prolifération d'algues nuisibles, également appelée efflorescence algale, et s'en approcher est une très mauvaise idée. Cet amalgame contient des algues qui peuvent produire des gaz toxiques très dangereux. C'est ce qui fait que certains lieux touristiques qui étaient autrefois populaires sont devenus déserts. Tu peux aller sur une plage au bord de la mer ou au bord d'un lac et voir quelque chose qui ressemble à de l'écume de couleur bleu-vert qui flotte sur ou juste en dessous de la surface de l'eau. En fait, cela ressemble à des sortes de traînées de peinture vert vif. Certaines fleurs d'eau, appelées marées rouges, peuvent aussi colorer l'eau en brun ou en rouge. Quoi qu'il en soit, si jamais tu vois quelque chose dans ce genre, essaie de te tenir à l'écart, de contrôler ta curiosité et de ne pas partir à la découverte de ce drôle de phénomène. Lorsque les algues se décomposent, des poches de gaz toxiques de sulfure d'hydrogène se retrouvent emprisonnées sous la croûte. Si tu marches sans le savoir sur une poche pareille, tu libéreras le gaz et pourras l'inhaler accidentellement. Autant te dire que cela risque de se finir tragiquement. Sur certaines plages, les bulldozers empilent les algues dans des camions à benne et les amènent dans des centres spéciaux. Là, les travailleurs sèchent les algues et s'en débarrassent. Mais parfois, ces centres doivent être fermés temporairement. Les algues mélangées à du sable et à de la boue sentent alors tellement mauvais que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit à cause de cette puanteur. Il existe 3 types d'algues dangereuses qui peuvent devenir nocives. Les cyanobactéries, les dinoflagellés et les diatomées. Toutes sont composées de minuscules formes de vie flottantes qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. Les proliférations d'algues bleu-vert sont causées par les cyanobactéries. Elles produisent des toxines dangereuses qui détruisent les tissus nerveux.
La situation peut devenir tellement grave que les stations d'épuration des eaux ne parviennent pas à se débarrasser de la toxine. Dans ce cas, il est recommandé aux habitants de ne carrément plus utiliser l'eau du robinet. Les dinoflagellés et une sorte de diatomée sont responsables de la création des marées rouges. Elles se produisent principalement dans les baies des océans. Pour qu'une marée rouge se forme, l'eau doit être chaude, salée et riche en nutriments. Ce genre d'efflorescence libère une énorme quantité de toxines différentes. Au Texas, avant, les marées rouges n'avaient lieu qu'une fois par décennie. Aujourd'hui, elles se produisent tous les 3 ans. En Floride, les marées rouges apparaissent tous les ans. Les diatomées sont longues et fines et peuvent produire des substances toxiques nocives pour l'homme. Pire encore, si certains crustacés comme les couteaux mangent beaucoup de ce plancton, ils deviennent eux aussi toxiques. C'est pourquoi les consommer peut mener à une catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles on surveille les eaux de la mer. Si les niveaux de toxines deviennent trop élevés, les plages sont fermées pour éviter la récolte des coquillages. Les proliférations d'algues nuisibles peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Elles suppriment tout l'oxygène de l'eau et entraînent la disparition de la vie marine. Mais la situation est encore pire lorsque les microbes commencent à décomposer les algues à la fin de cette prolifération. Ils consomment alors encore plus d'oxygène et aucun poisson ne peut plus y survivre. Cela crée d'énormes zones d'eau presque totalement dépourvues d'oxygène et de toute forme de vie végétale ou animale. Les proliférations d'algues nuisibles apparaissent dans les régions où l'eau contient trop de nutriments, et les nutriments les plus courants proviennent de l'agriculture et d'autres industries. De plus, les moussons d'hiver sont devenues plus chaudes et génèrent désormais plus d'humidité. Cela permet aux algues de se rassembler en d'énormes proliférations. Certaines d'entre elles deviennent si énormes que de gros tourbillons verts peuvent carrément être observés depuis l'espace. Mais toutes les proliférations d'algues ne sont pas nuisibles. Certaines d'entre elles ne font qu'ajouter un mauvais goût à l'eau, changer sa couleur ou produire des odeurs dégoûtantes. Malheureusement, tu ne pourras pas distinguer les algues toxiques des algues totalement inoffensives juste en les regardant. Les algues ne sont pas les seuls organismes qui semblent complètement inoffensifs. Voici d'autres habitants marins qu'il ne faut jamais toucher. La méduse Irukandji, qui vit en Australie, semble minuscule et totalement innocente. Mais les apparences sont trompeuses, et ce bébé de la taille d'un ongle humain est en fait mortel. Pendant la saison qui va de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend les méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Tu ne les verras tout simplement pas en nageant. Oups. La pieuvre aux anneaux bleus n'a pas juste l'air parfaitement inoffensive, elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Tu ne voudrais surtout pas tomber nez à nez avec cette créature relativement petite de 20 cm de long. Elle transporte suffisamment de venin pour assommer 26 adultes en quelques minutes. Et une fois que l'animal se sent menacé, tu peux probablement deviner le résultat. En même temps, si on ne la dérange pas, cette pieuvre est absolument docile. La fameuse méduse boîte, nommée ainsi en raison de sa forme cubique, vit dans les océans Indien et Pacifique. Reste à l'écart de cette créature qui possède une cloche carrée et de longs tentacules qui pendent. Et même si tu vois un seul tentacule sans méduse ni rien à l'autre bout, ne t'en approche pas et ne le touche pas. La méduse boîte peut grandir jusqu'à 3 mètres et chacun de ses tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques qui lui servent à injecter du venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à toi en enroulant leurs minces tentacules autour d'un de tes membres ou de ton corps. Vu le danger que représente leur venin, je te jure que ce ne sera pas une expérience agréable. L'étoile de mer couronne d'épines a reçu logiquement son nom des épines venimeuses qui recouvrent tout son corps. C'est la 2e étoile de mer au monde en termes de taille. Elle peut mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre. Elle se nourrit de coraux et elle mange beaucoup. Une seule étoile de mer affamée peut manger plus de 30 mètres carrés de coraux en un an. Ces créatures ont également tendance à avoir beaucoup de bébés. Elles produisent plus de 500 millions d'œufs à la fois. Vraiment, elle fait bien son boulot. La raie pastenague à taches bleues est assez petite et vit principalement dans l'océan tropical Indien et l'océan Pacifique occidental, près des récifs coralliens. Cette créature ne mesure pas plus de 35 cm de diamètre et présente un motif de couleur assez frappant. Elle est jaune, avec des taches bleues électriques sur le corps et plusieurs bandes bleues sur la queue. Mais même si cet animal est assez joli, il ne faut jamais oublier qu'il est également très dangereux. Il peut te blesser avec les épines venimeuses de sa queue. Tu peux rencontrer des rascasses volantes dans l'océan Pacifique Sud et dans la mer des Caraïbes. Malgré ce que la plupart des gens pensent, il n'y a aucun problème à manger ce poisson. C'est lorsqu'elles sont vivantes que ces créatures présentent un réel danger. Tu peux te piquer accidentellement avec leurs nageoires pointues qui contiennent du venin. Si tu es un collectionneur passionné de coquillages, tu dois connaître de vue l'escargot conique. Avec une longueur d'environ 10 cm, l'escargot a l'air mignon et innocent. Mais cette vision est trompeuse, surtout si tu as affaire à une espèce tropicale.
Imagine que tu trouves un joli coquillage et que tu le ramasses. Tu n'as pas peur, tes gants de plongée semblent t'offrir une protection parfaite. Mais les escargots coniques ont de minuscules protubérances en forme d'aiguilles qu'ils peuvent sortir de leur bouche. Et celles-ci sont pleines de neurotoxines mortelles. Ces harpons peuvent facilement traverser le tissu de ta combinaison de plongée. Mais le pire, c'est que son venin contient des analgésiques. Tu ne te rendras même pas compte que tu as été piqué. L'oursin-fleur est entré dans le livre Guinness des records comme l'oursin le plus dangereux de la planète. Ces créatures vivent dans les océans Indien et Pacifique Ouest. Et même si un oursin-fleur ressemble à quelque chose que tu aimerais voir dans ton aquarium, ne le touche jamais. Ils ont suffisamment de venin pour rendre tes vacances extrêmement désagréables. Ou super courtes. Le poisson-pierre est le poisson le plus venimeux du monde et il sait se camoufler. Oh chouette. Il peut si bien se fondre dans l'environnement que tu ne le verras pas, même si tu fais très attention. Il est donc très facile de marcher dessus. Une fois que la créature se sent menacée, comme lorsque tu essaies accidentellement de l'écraser, elle déploie les épines venimeuses qui poussent le long de son dos. Plus la pression est forte, plus le poisson produit de venin. La créature reste dangereuse même lorsqu'elle est hors de l'eau. Les aiguilles de mer d'Indonésie ne sont pas venimeuses, n'ont pas de dents acérées et resteront très probablement aussi loin de toi que possible. Le danger réside dans la forme du corps du poisson. Après tout, on ne l'a pas appelé aiguille pour rien. Les aiguilles de mer nagent près de la surface. En cas de danger, elles se lancent hors de l'eau et leur vitesse peut atteindre 60 km/h. Leur longue mâchoire transforme tout simplement ces poissons en lances volantes. Le poisson chirurgien rayé a reçu son nom en raison des épines qui poussent près de la base de sa queue. Lorsqu'un poisson se sent en danger, il bouge la queue et révèle des épines en forme de scalpel. Si tu ne te dépêches pas de partir, tu peux avoir plusieurs vilaines coupures. N'oublie pas que certaines espèces sont aussi venimeuses. Et surtout, passe une excellente journée à la plage. Tu marches le long de la rive. Tout est calme, excepté le clapotis paisible de l'eau. Le soleil chaud de Géorgie te frappe dans le cou. C'est là que tu remarques quelque chose d'étrange sur le sol. On dirait une pièce noire de 25 cents avec un étrange motif. Tu te penches pour regarder de plus près. Est-ce bien une pièce de monnaie ? Ce truc ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Il provient probablement d'une civilisation disparue depuis longtemps. Tu pourrais le vendre et faire fortune. Tu t'accroupis sur un genou pour ramasser ton nouveau trésor. Dès que ton doigt le touche, tu retires vite ta main, car tu sens la peur s'infiltrer dans tes tripes. C'est poilu. Tu essayes de le ramasser à nouveau en enfonçant tes ongles dans la terre pour le sortir du sol. C'est alors que il se met à bouger. Ton cœur bondit dans ta poitrine. Il bat si fort que tu peux le sentir dans ta tête. La peur se transforme en horreur lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une Cyclocosmia trincata pour être précis. Cette excroissance en forme de pièce de monnaie sur son dos lui sert de bouclier. Cette terreur à 8 pattes s'enfonce dans le sol et le ferme comme un bouchon de liège afin que les ennemis affamés ne puissent pas l'atteindre. Ou, tu sais, des humains géants et étourdis comme toi. Cette araignée est venimeuse, mais sa morsure n'est pas toxique pour l'homme, heureusement pour toi. Mais je n'ai pas dit que tu ne sentirais rien. Mieux vaut ne pas s'approcher du tout de ces crocs immenses. Aïe! Eh bien, tant pis pour tes finances. Peut-être que la fortune t'attend dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu t'en rapproches, on dirait un super long ver, tu te dis. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver que tu as déjà vu. C'est là que tu réalises qu'il a des bras et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs en forme de perle est un lézard taupe du Mexique. Il vit dans le sol où se trouve tout son menu, composé d'insectes et de termites. Il sort rarement, alors tu as de la chance d'être tombé sur ce reptile bizarre. Te voilà dans une forêt tropicale au nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché parmi les arbres, tu remarques quelque chose de grand et de rond. Cette mystérieuse silhouette étendue sur le sol est couverte de poils noirs. Au départ, tu penses que c'est un ours recroquevillé et endormi, mais cela n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'ours en Australie. Tu t'en rapproches et tu sens qu'une brindille craque sous ton pied. La chose t'entend et se met sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois maintenant que c'est un oiseau bizarre et magnifique. Ses poils noirs ne sont en fait qu'un épais manteau de longues et fines plumes. Cette formidable poule a une tête bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Elle repose sur 2 solides pattes avec une griffe en forme de poignard sur chacune d'entre elles, qui peut être aussi longue que ta main. Si tu enlèves ses plumes, tu pourrais confondre cette bête avec un vélociraptor. Mais c'est en fait un casuaridé, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il pourrait sauter tout droit par-dessus ta tête s'il le voulait.
Il est certainement assez grand pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez puissants pour te briser un os. Sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi comme du beurre. Cet oiseau est programmé pour chasser et éviter d'être chassé. Ne pense même pas à t'enfuir, à moins que tu ne puisses toi aussi sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans ce lac là-bas ne pourra pas non plus te sauver. Cet oiseau est un excellent nageur. Il est préférable de reculer lentement et d'espérer qu'il ne va pas te poursuivre. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains pour soi est la fourmi panda. Son nom est explicite. Elle est noire, blanche et poilue comme le plus mignon des mâcheurs de bambou. Ce petit bougre poilu vit dans les forêts du Chili, mais ne va surtout pas caresser cette petite fourmi dufteuse. Ce que tu regardes n'est pas une fourmi du tout, c'est une espèce de guêpe. Cette coloration en noir et blanc a un objectif, avertir les autres de la puissante piqûre de cet insecte. Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, la guêpe émettra un couinement. Cela semble mignon pour nous, les humains, mais cela signifie qu'une piqûre douloureuse est imminente. Ces insectes sont solitaires, ne vivent pas en colonie et n'ont pas de nid. Ce sont aussi des parasites. Une fourmi panda femelle pond des œufs à côté des larves d'un autre insecte. Ensuite, les bébés éclos utilisent ces larves comme nourriture. Tu as sûrement déjà vu des insectes qui ressemblent à des feuilles et des brindilles. Mais qu'en est-il d'une créature qui ressemble à une belle orchidée? Tu peux trouver cette fleur odorante dans la forêt ou dans un champ parmi d'autres plantes. Mais assure-toi que c'est bien une fleur que tu te prépares à sentir, parce que sinon, tu risques d'être mordu par une menthe religieuse. La menthe des orchidées est presque impossible à distinguer des fleurs. Elle est de couleur blanc-rose, avec des pattes et des griffes qui ressemblent à de petits pétales. Elle utilise sa ressemblance avec la plante pour se cacher des prédateurs et chasser les insectes qui les aiment. Ainsi, si un papillon ou une abeille vole jusqu'à la fleur, soudain, pop, un de ses pétales se met en mouvement. L'innocent insecte peut alors croire à un simple coup de vent, mais alors, le joli pétale d'œuf se transforme en une griffe acérée qui s'empare soudain de l'insecte. Maintenant, imagine que tu es dans la jungle du Costa Rica. Tu remarques un serpent marron assis sur une branche d'arbre devant ton visage. Le serpent semble sur le point de t'attaquer. Tu veux t'enfuir le plus loin possible, mais tu remarques que ce serpent est inhabituellement court et il ne se déchaîne pas sur toi. Tu attends, mais le serpent continue à te fixer. Il ne siffle même pas. Heureusement pour toi, il ne te mordra jamais, parce que ce n'est pas un serpent, mais une chenille. La chenille sphinx peut changer la forme de son corps pour ressembler à un serpent menaçant. Cela lui permet d'effrayer facilement ses ennemis affamés. Les couleurs et les motifs de sa peau imitent les écailles et les yeux d'un serpent. Cet insecte sait aussi se déplacer comme le reptile. Un maître du déguisement, celui-là. Sortons de la jungle chaude et allons en Europe centrale. Tu es maintenant au milieu d'une prairie verte et ensoleillée. De nombreuses fleurs colorées s'y épanouissent, les oiseaux chantent et les abeilles bourdonnent. Parmi ces abeilles, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il te sera difficile de distinguer les imposteurs, mais si tu regardes vraiment de près, tu verras le grand bombil doré se déplacer dans l'air. Elle ressemble à un bourdon, mais en fait, c'est justement le plus grand ennemi du bourdon. Le grand bombil doré se faufile dans les nids d'abeilles et y pond des œufs. Ses larves éclosent et se nourrissent des abeilles et du nectar des fleurs. Sa coloration jaune et noire permet à l'intrus de passer complètement inaperçu. Le camouflage le protège également de ses ennemis. S'il pense qu'il va se faire piquer par un bourdon, rien ne pourra jamais toucher cet insecte. Le prochain arrêt de ton voyage est la forêt tropicale du sud de la Thaïlande. Sois très prudent et fais attention à ce que tu fais. Non pas parce que le prochain animal est venimeux ou mort, mais parce que tu risques de marcher accidentellement dessus. Les feuilles des arbres sont tombées et ont pris une teinte gris-brun. Parmi ces feuilles, il est difficile de distinguer la grenouille cornue de Malaisie. La forme de son corps, sa couleur et surtout les excroissances pointues qui sortent au-dessus de ses yeux lui permettent de se cacher parfaitement parmi les feuilles mortes. Cette grenouille peut rester assise pendant des heures au même endroit en attendant que son prochain repas soit assez proche pour pouvoir l'engloutir. Maintenant, tu es dans un jardin. Tu aperçois une belle fleur lumineuse et un petit oiseau qui plane près d'elle. L'oiseau bat des ailes si rapidement que tu peux à peine les voir. Et ce long bec en forme d'aiguille te fait tout de suite penser que tu regardes un colibri. Mais dès que tu t'approches, tu réalises que ce n'est pas un oiseau, mais un insecte.
Heureusement, le sphinx colibri n'est pas venimeux et ne pique pas. Ce n'est qu'une charmante petite créature qui décore le jardin de sa présence. Beaucoup de gens cultivent même des plantes riches en nectar pour attirer ces papillons de nuit. En voilà une bonne idée! Si pour une raison quelconque tu décides de réveiller un panda géant endormi ou de le câliner, n'oublie pas que c'est une mauvaise idée. Même les gros chats intrépides, comme les panthères des neiges, n'hésitent pas à déranger les pandas dans la nature. Ceux que tu vois au zoo ne sont peut-être pas très actifs, mais ils ont quand même une mâchoire massive qui peut infliger une morsure puissante. Leur énorme faux pouce leur permet de bien saisir leurs ennemis. La chose la plus déroutante chez le léopard de mer est sa bouche, qui semble toujours souriante. Mais ce sont en fait des animaux plutôt agressifs et des chasseurs solitaires efficaces. Ils aiment jouer aux chats et à la souris avec leur nourriture, qui comprend des pingouins, des poissons, des calmars et même des phoques plus petits. Il n'y a pas si longtemps, un phoque léopard a même traîné un biologiste marin sous l'eau. Arrête de jouer avec ta nourriture. Les fourmiliers se nourrissent d'insectes, d'agrumes et d'avocats. Attention, ils n'ont pas de dents, ont une mauvaise vue et une mauvaise ouïe. Un peu comme mon oncle Jean-Michel. Ils ne sont pas agressifs et restent loin des gens. Mais si les humains marchent sur leurs traces, les fourmiliers peuvent devenir féroces et se battre. Ils se mettent sur leurs pattes arrière, utilisent leur queue pour s'équilibrer et attaquent avec leurs griffes qui sont assez fortes pour blesser un jaguar ou un Land Rover. Les alpagas duveteux peuvent sembler affectueux, mais ils ont toujours des moyens de se défendre. Ils peuvent cracher jusqu'à 3 mètres et il est préférable d'éviter que cette substance ne se retrouve dans les yeux car elle contient de l'acide gastrique et de l'herbe mâchée. Ils peuvent mordre avec leurs dents de combat acérées qui se trouvent à l'arrière de leur bouche. Et ils ont aussi des orteils souples pour donner un bon coup de pied à leurs ennemis. Ils ne peuvent pas vraiment faire plus de dégâts que ce que tu pourrais obtenir dans une bagarre avec un enfant, mais il vaut mieux ne pas les contrarier. Il y a 3 choses qui font ressortir le mauvais côté d'un diable de Tasmanie. Quand il y a un prédateur à proximité, quand ils sont en compétition pour un partenaire, et quand ils protègent leur repas. Bugs Bunny aussi, mais c'est un dessin animé. Ces types se nourrissent normalement d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles et de poissons, et ils préfèrent les fouilles à la chasse. Mais si tu t'introduis dans leur maison pour une raison quelconque, prépare-toi à une morsure douloureuse. Leurs dents sont assez fortes pour ronger à travers les os. Les éléphants sont si intelligents qu'ils comprennent les sentiments des autres éléphants. Et ils essaient même de s'entraider. Ils peuvent aussi se venger des gens qui les ont contrariés. Les éléphants bloquent parfois les routes et se montrent dans les villages des gens qui ont été méchants avec eux. Les éléphants mâles sont particulièrement agressifs quand ils se battent pour les femelles. Fais attention à ces énormes pattes, elles peuvent vraiment faire des dégâts. Tu ferais mieux de préparer ta trompe. Les poissons globes peuvent gonfler jusqu'à plusieurs fois leur taille normale pour se protéger des prédateurs. Mon beau-frère peut le faire aussi. Je plaisante. La plupart des animaux ne devraient pas essayer de les manger de toute façon. Il y a assez de poissons en eux pour achever 30 personnes. Et il n'y a pas d'antidote. Alors si tu es seul, tu devrais inviter des amis pour répandre le poison. Non, je deck. Les cygnes ont tendance à considérer les humains comme le plus grand danger pour leur foyer et leur famille. Les cygnes mâles sont particulièrement agressifs pendant la saison de nidification printanière d'avril à juin. Lorsque les kayakistes, les rameurs ou les pêcheurs s'approchent trop près de leur nid, les cygnes se mettent à siffler et à battre des ailes. Si tu ne fais pas attention à ces signaux d'avertissement, le cygne peut même essayer de retourner ton bateau. Les dauphins sont la seule espèce sur la planète, à part les humains, qui peut prendre la vie d'une autre créature sans raison logique. Les mâles s'attaquent parfois aux femelles ou même aux bébés dauphins, et ils ne le font pas pour se nourrir. Si un dauphin en colère te prend en chasse, tu n'as aucune chance de le semer à la nage. Ils peuvent se déplacer à une vitesse de 32 km/h. La vitesse de pointe du nageur olympique Michael Phelps n'est que de 10 km/h. Il ne peut donc pas t'aider. Les loris-lans sont les seuls primates venimeux au monde. Ils portent du poison dans leurs coudes. Il est transféré dans leur bouche pendant le toilettage pour protéger leur bébé. De plus, ils effraient les prédateurs tels que les pythons et les faucons-aigles en utilisant des marques spéciales qui montrent à quel point ils sont redoutables. Si un loris-lan mord une personne qui se retrouve sur son territoire ou l'agace, il peut en résulter des éruptions cutanées, un choc anaphylactique ou bon, tu sais, pire encore. Malgré leur poids massif et leur corps maladroit, les hippopotames peuvent courir beaucoup plus vite que les humains. Et ils ont des dents beaucoup plus aiguisées. Si tu les gênes dans leur course vers le point d'eau, leur agressivité s'en ressent. Mais avant de t'attaquer, ils te donneront quelques signes d'avertissement. Si tu vois un hippopotame bâiller ou faire un bruit qui ressemble à un rire, cela signifie qu'il est sur le point de s'énerver. C'est assez déroutant, pas vrai ? Les pieuvres à anneaux bleus sont vraiment minuscules, mais leur venin est 1000 fois plus puissant que le cyanure. Elles l'utilisent normalement pour chasser les crevettes, les crabes et les petits poissons.
Si cette créature se sent menacée, elle fait clignoter ses anneaux bleus en guise d'avertissement. Si tu ne fais pas attention, elle peut te mordre. Tu ne remarqueras peut-être pas la morsure elle-même, mais quelques minutes plus tard, tu constateras sans doute plusieurs des symptômes. Nausées, engourdissements, et même la perte de tes sens et de tes capacités motrices. Fais donc attention. Les cônes sont une créature très dangereuse. Ils perforent leurs victimes avec une dent qui ressemble à un harpon, puis leur injectent leur venin. Si un cône plus petit t'attaque, tu auras l'impression que c'est une piqûre d'abeille. Mais si tu as la malchance d'en rencontrer un plus gros, cela peut provoquer un engourdissement, un gonflement, une paralysie musculaire, des changements dans ta vision et même des difficultés respiratoires. Les bernaches du Canada vivent près des humains depuis des années. Mais elles se méfient toujours de nous, surtout pendant la saison des amours au printemps. À cette période, les mâles peuvent poursuivre et mordre des personnes qui semblent être une menace pour leurs compagnons, leurs œufs ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par cet oiseau très en colère, la meilleure chose à faire est de t'éloigner lentement. Les écureuils ont beaucoup d'ennemis, aussi bien dans la nature que dans les villes. Leur superpuissance contre tous et leur vitesse et leur agilité. La plupart du temps, il est tout à fait sûr de s'approcher d'eux, mais ils peuvent toujours être imprévisibles comme n'importe quel animal sauvage. Ils mordent de temps en temps et attention, ils sont porteurs d'infections comme la rage. Ils sont plus susceptibles de s'en prendre à des animaux domestiques ou à tes enfants, mais ils peuvent aussi mordre des adultes. Alors pour être sûr, marche toujours derrière tes animaux domestiques ou tes enfants pour les utiliser comme bouclier. Ah, je déconne. Si jamais tu vois un kangourou se lever sur ses pattes de derrière, recule. C'est leur façon de t'avertir qu'ils pensent que tu es une menace pour leur femelle ou leur nourriture. Ce sont de vrais pros de la boxe. Ils ont de très longues pattes et des griffes acérées. Les kangourous sautent en l'air pour donner une force supplémentaire à leurs coups de pied qui sont assez puissants pour briser des os. L'ornithorynque n'a pas de dents et il se nourrit principalement d'insectes et de crustacés. C'est l'un des 2 seuls mammifères qui pondent des œufs. Mais ces espèces étranges peuvent quand même te faire du mal. Les mâles ont des éperons aigus cachés sur les talons de leurs pattes arrière. Ces éperons contiennent un venin assez puissant pour tuer un chien. Les koalas s'hydratent principalement en mangeant des feuilles d'eucalyptus. Et leurs dents et leurs griffes acérées leur procurent toute la protection dont ils ont besoin. Lorsqu'un koala griffe quelqu'un qui veut le câliner un peu trop fort, il peut transmettre des infections désagréables. Les ratons laveurs peuvent facilement s'adapter à n'importe quel environnement, y compris ton derrière. Ils s'attaquent rarement aux humains mais peuvent endommager tes biens et te rendre malade. Ils vont partout pour trouver de la nourriture, des poubelles aux nids d'oiseaux, et c'est là qu'ils peuvent attraper un grand nombre d'infections différentes. Outre la maladie, les ratons laveurs peuvent donner aux humains de vilaines blessures qui mettent du temps à guérir. Lorsqu'il pense que tu menaces sa digue, un castor se met à frapper l'eau avec sa queue en guise d'avertissement. Si tu l'ignores, il essaiera d'utiliser ses dents acérées contre toi pour protéger sa famille. Il est donc préférable de se contenter de faire demi-tour et le laisser tranquille. Les loutres passent une grande partie de leur temps à nager sur le dos, et elles ne se soucient pas de nettoyer après elles. C'est pourquoi elles laissent toujours traîner des morceaux de poisson qui attirent les insectes porteurs de maladies. En plus d'être très désordonnées, elles ont aussi des dents puissantes qui peuvent être utilisées contre tout visiteur indésirable. Les cassowaries sont les oiseaux les plus dangereux de la planète. L'un d'eux peut peser autant qu'un adulte humain, et ils possèdent de longues et puissantes pattes et des griffes acérées. Ils peuvent te poursuivre à une vitesse de 48 km/h, mais heureusement, ils essaient d'éviter les combats. Mais si tu ne veux pas être la cible de leurs mouvements de karaté, garde une distance de sécurité et ne les provoque pas. Compris ? Bien. Boum! Imagine une énorme explosion. Ce boom est loin d'être suffisant pour illustrer la détonation la plus puissante que tu aies jamais vue. En effet, c'est carrément un lac tout entier qui vient d'exploser. Tout ce que tu voulais faire, c'était allumer des feux d'artifice dans ce lieu pittoresque. Mais visiblement, tu as totalement zappé le panneau « Danger, feu strictement interdit ». Et maintenant, un terrible mur d'eau fumante se précipite à toute vitesse sur toi. Mais d'abord, revenons au début de l'histoire. Tu es à Alberta, au Canada, et tu viens d'arriver au lac Abraham pour faire la randonnée de ta vie. Le lac est gelé et la vue est superbe. Ces bulles sous la glace ressemblent à des centaines de méduses gelées. En réalité, elles sont faites de méthane, un gaz toxique et hautement inflammable produit par les bactéries qui vivent au fond du lac. C'est pourquoi le panneau est là. Si tu allumes une allumette sur cette glace, tu pourrais prendre feu. Heureusement, tu en as pris note en venant ici et tu as rangé les feux d'artifice que tu voulais allumer. Très bien. Maintenant, un autre endroit, une autre époque, un autre lac.
Celui-ci n'est pas gelé, en fait il n'a probablement pas connu d'hiver depuis la dernière période glaciaire. Nous sommes au Cameroun à présent et l'endroit s'appelle le lac Nyos. Il a l'air paisible, mais ne t'y trompe pas. Ses eaux brun orangé cachent un secret mortel. Le lac se trouve au sommet d'une zone très volatile et les fissures de son fond laissent échapper d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Lorsque le sol se déplace, ce gaz se déverse hors du lac et s'écoule sur des kilomètres autour de celui-ci. Les concentrations sont si élevées qu'un seul souffle pourrait te faire perdre connaissance et tu n'aurais carrément aucune chance de te réveiller. Tu imagines le tableau. Mais le plus inquiétant, c'est que le CO2 n'a ni odeur ni couleur. Donc on ne peut même pas le voir venir. Les autorités locales ont mis en place un système de tuyaux qui draine le gaz du lac, le rendant relativement sûr pour les personnes et les animaux à proximité. Et un autre lac toxique, le Kivu, à la frontière du Congo et du Rwanda, a même été aménagé pour fournir de l'énergie à des millions de personnes grâce à ces gaz. Puisque nous sommes en Afrique, allons jusqu'à visiter la dépression de Danakil en Éthiopie. Surnommée l'endroit le plus chaud de la planète, elle porte bien son nom. Le ravin est parsemé de sources d'eau extrêmement chaudes, d'étangs d'acide toxique et de volcans actifs. Le paysage est juste hallucinant et il s'agit probablement du seul endroit habité sur Terre où aucune vie ne peut exister. Oui, c'est un oxymore, je sais. Le peuple Afar vit ici toute l'année et récolte le sel autour des sources pour en faire le commerce, alors que les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve de vie microbienne dans celui-ci. Les humains sont connus pour s'installer partout, jusque dans des endroits que, normalement, n'importe qui devrait plutôt avoir tendance à fuir. Prenons l'exemple du mont Tambora en Indonésie. Des milliers de personnes vivaient sur et autour de ces pentes depuis des siècles, jusqu'à ce jour fatidique de 1815. Le Tambora est un volcan, et cette année-là, il a décidé d'entrer en éruption, ce qui a provoqué une explosion qui a tout effacé sur l'île. Elle a été entendue à près de 1000 km de là. Il a craché tellement de cendres volcaniques qu'elles sont retombées sur les îles environnantes et ont provoqué une année sans été dans tout l'hémisphère nord. C'était l'éruption la plus puissante des 10 000 dernières années. Et après celle-ci, le mont Tambora a perdu jusqu'à 1524 mètres de sa hauteur. Mais revenons à notre époque. Il y a une île que tu n'auras jamais le droit de visiter. Mais je parie que tu voudrais l'éviter à tout prix de toute façon. L'île aux serpents, au Brésil, abrite des milliers de serpents, comme son nom l'indique. Dès que tu poseras le pied sur son sol, tu courras le grand risque d'être mordu par une vipère. L'île est également le seul endroit où il est possible de rencontrer une vipère à tête de lance dorée. La rencontre d'une vie, assurément. Cet endroit est si dangereux que le Brésil en a interdit totalement l'accès aux touristes et à tout autre visiteur. Bon, je vais changer de plan alors. Maintenant, enfile tes vêtements les plus chauds et n'oublie pas ton chapeau en fourrure. Nous allons à Oymyakon, en Russie. C'est une petite ville du Grand Nord et c'est aussi l'endroit habité le plus froid de la planète. Le seul endroit sur Terre où la température moyenne est plus basse, c'est l'Antarctique. Alors c'est pour te dire à quel point il y fait glacé. En hiver, si tu oublies de mettre un pull, un autre pull, encore un autre pull et un manteau de fourrure, tu seras frigorifié jusqu'à l'os en quelques secondes. Ici, les températures chutent jusqu'à moins 71 degrés Celsius. Les fruits frais se transforment en morceaux de glace en quelques minutes et deviennent si durs qu'ici, tu pourras utiliser une pomme pour enfoncer des clous dans le bois. Avant de congeler sur place, allons dans un endroit où aucun bateau ne pourra t'emmener, la côte des squelettes en Namibie. Non, sérieusement, tu ne peux arriver ici qu'en voiture ou en avion, car les bateaux et les navires ne s'approchent pas de cet endroit. Les eaux sont traîtresses et les coups de vent soudains font tourner les bateaux et les projettent contre les rochers acérés qui se cachent sous l'eau pour éventrer leur coque. La côte elle-même s'étend sur des centaines de kilomètres et est divisée en deux parties, l'une au sud et l'autre au nord. Les visiteurs à bord de véhicules tout-terrain sont autorisés à entrer librement dans la partie sud, mais seules 800 personnes par an peuvent se rendre dans la partie nord et seulement dans le cadre de visites guidées. On sait que beaucoup de gens se sont perdus à jamais dans ce désert et c'est un endroit vraiment redoutable. Il doit son nom aux nombreuses carcasses d'animaux qui y sont trouvées. Pourtant, environ 50 000 indigènes parviennent à survivre ici, avec des animaux qui se sont eux aussi adaptés. Phoques, lézards, hyènes et même éléphants. Qui pourrait croire qu'il existe une machine de destruction massive en plein cœur de l'Europe? Eh oui, Naples, l'une des villes les plus célèbres d'Italie, est construite au sommet d'un supervolcan en activité.
En 2018, des scientifiques ont remarqué que cette énorme montagne accumulait du magma dans ses profondeurs. Ils affirment que ce volcan n'est pas réellement susceptible d'entrer en éruption dans un avenir proche. Mais il existe un volcan plus petit, mais non moins dangereux à quelques kilomètres de là, le tristement célèbre Vésuve. Tu as sans doute déjà entendu parler de lui. C'est lui qui est entré en éruption, voilà 2000 ans, recouvrant de cendres et de magma la ville romaine de Pompéi. Le Vésuve est actif depuis longtemps et les citoyens, comme les visiteurs de Naples, mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils passent en ville. Alors tant qu'on y est, autant essayer la pizza. Le nord-est de la France est également un endroit peu accueillant. Depuis les années 1920, il existe une zone baptisée zone rouge, déclarée interdite au public. Si par hasard tu te retrouvais dans cet endroit désolé, tu ne verrais que des plantes cramées et une terre brûlée, en complète opposition avec les paysages luxuriants du reste du pays. Le sol et l'air sont tellement pollués que les gens n'ont pas le droit d'y entrer par crainte de s'asphyxier. De toute façon, rien ne peut survivre dans cette zone rouge. Il y a une île habitée au Japon qui a été fermée aux voyages aériens pendant 8 ans. Miyake-jima est en fait un volcan sur les pentes duquel vivent des gens, mais il entre en éruption tous les 20 ans environ, sachant que la dernière ayant eu lieu en 2000. Normalement, le volcan ne déverse pas de lave, mais il rejette d'énormes nuages de gaz sulfurique toxiques. Et n'oublie surtout pas ton masque. À propos, sache qu'au plus fort de son activité, les habitants de l'île devaient porter des masques à gaz en permanence avec eux. Et même des années après l'éruption, ils avaient encore le réflexe de prendre ces masques avec eux, juste au cas où. Je peux les comprendre. Non loin de là où nous venons d'aller, dans la région russe du Kamtchatka, se trouve une vallée incroyablement belle dans laquelle personne ne veut pourtant rester trop longtemps. On l'appelle sinistrement la vallée de la mort et elle se trouve au pied d'un autre volcan en activité. Lorsque la montagne laisse échapper ses fumées, spoiler, assez souvent, les gaz toxiques plus lourds que l'air dévalent ses pentes et se déversent dans la vallée. Les plus petites créatures n'ont aucune chance de survivre en respirant ces gaz. Et même les plus grands animaux et les humains auront du mal à s'en sortir indemnes. Une autre destination de vacances mortelle est le détroit de Salstromen en Norvège. Il a l'air calme et magnifique et tout y donne envie de se baigner joyeusement dans ses eaux. Mais ne t'y aventure surtout pas. Toutes les 6 heures, le calme détroit se transforme en une masse rugissante secouée d'énormes et puissants tourbillons. C'est à cause d'un courant de marée entre deux fjords qui s'unissent et s'opposent ici. À marée haute, le courant est trop fort pour les 3 ruisseaux, ce qui en fait un piège mortel pour les nageurs et les bateaux. En Bolivie, il y a une route de 72 km que seuls les plus courageux osent parcourir. La route des Yungas longe une chaîne de montagnes et constitue une attraction majeure pour les cyclistes avides de sensations fortes. Un nouveau passage a été construit pour contourner les parties les plus dangereuses de la route. Mais la route d'origine était très étroite, avec d'un côté le gouffre et l'absence de garde-fous, et l'autre une pente raide. Les fréquents glissements de terrain, le brouillard et les pluies rendaient le cyclisme ici extrêmement dangereux et imprévisible, ce qui n'a bien sûr jamais empêché les amateurs d'adrénaline du monde entier de venir faire un tour à vélo. Il y a des gens qui aiment vraiment le danger, hein. Si tu aimes les sources chaudes, tu pourrais aussi apprécier une visite au Boiling Lake en Dominique. Ou pas. Située dans un parc national, c'est une cavité remplie d'eau en constante ébullition, provenant des rivières des environs. Elle est maintenue chaude par les sources presque brûlantes de gaz toxiques, et les vapeurs au-dessus de la surface sont également toxiques. Le lac attire les touristes, mais s'en approcher de trop près peut s'avérer très dangereux. On sait qu'il peut exploser et inonder les environs de nuages de gaz. Quelqu'un pour s'inscrire pour l'excursion ? Non, vraiment personne ? Quand tu penses aux oiseaux les plus dangereux du monde, il se peut que ce soit des aigles ou des vautours qui te viennent à l'esprit. Étonnamment, les casuaridés peuvent causer bien plus de dégâts que les fameux oiseaux en colère mentionnés plus tôt. C'est le 3e plus grand oiseau du monde et le 2e plus grand dangereux après l'autruche et le meux. Le casoar est l'un des oiseaux les plus dangereux car son coup de pied féroce peut être fatal à un homme ou à une autre créature plus petite. Les plus grandes espèces de casoars peuvent être aussi grandes qu'une personne ordinaire et peser tout autant. Tout comme toi, ces oiseaux grassouillés ne peuvent pas voler, mais ils courent vite, alors n'essaie pas de leur échapper. Ils peuvent t'atteindre même dans l'eau, car ce sont de grands nageurs. Ils peuvent courir aussi vite que 50 km/h, donc tu pourrais avoir besoin d'une voiture pour t'échapper si l'un d'eux est en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, leurs attaques sont assez rares de toute façon. Les cygnes tuberculés sont de magnifiques créatures gracieuses.
Enfin, ça c'est ce qu'on pense tous. En vérité, toucher un de ces oiseaux de 13 kg est une très mauvaise idée. Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour détruire leurs ennemis. Leur envergure est d'environ 2,5 mètres et ils peuvent te gifler avec tout ça. Et ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. Voilà là d'excellents signaux d'alarme pour t'avertir que tu empiètes trop sur leur territoire. Les humains et les pies ont toujours eu des relations bizarres du genre amour-haine. Ces oiseaux de taille moyenne peuvent parfois être assez agressifs, mais si tu les traites bien, vous deviendrez probablement amis. Les pies peuvent reconnaître les visages humains et elles reviendront certainement sur ton balcon si tu leur offres quelque chose de délicieux. Si tu offenses une pie, elle s'en souviendra aussi et sera un peu rancunière. Alors fais bien attention. Les pélicans sont les symboles de l'amour et on dit qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger leur progéniture. Ah, maintenant on comprend pourquoi ils peuvent avaler la proie entière sans même la mâcher ou la déchirer. Tu ne veux tout simplement pas t'approcher de leur nid. Bien sûr, tu n'es pas un petit poisson et les becs de pélican sont trop petits pour un être humain, mais quand même, tu ne veux pas être mordu, on est d'accord. Ok, celui-ci t'effrayera rien qu'avec son nom. Un bec en sabot du Nil est un oiseau d'une taille impressionnante, jusqu'à 1,5 mètre de haut. Juste en dessous de la taille moyenne d'un homme. Pas étonnant qu'il puisse combattre un crocodile. D'accord, un bébé crocodile, mais il n'a besoin que de sa mâchoire super puissante pour gagner en une seule fois. Toujours pas peur ? Il fait des bruits qui font froid dans le dos, un peu comme dans un blockbuster. Si tu penses que ces autruches lâches ne représentent aucun danger, tu te trompes 2 fois. D'abord, elles ne se mettent pas la tête dans le sable. C'est une illusion d'optique. Et oui, comment sont-elles censées respirer dans le sable ? Deuxièmement, ce sont des parents poules, très protecteurs. Alors si tu veux t'approcher de leurs petits, sache qu'ils peuvent courir aussi vite qu'une voiture de ville. Toujours pas inquiet ? Eh bien, tu devrais pourtant. Les autruches sont les parents vivants les plus proches des T-Rex avec les poulets. Les oatzins ont l'air tout à fait inoffensifs, sauf pour leur odeur fétide, mais c'est une autre histoire. Mais leurs bébés ont des ailes réputées. Les clapets des poussins ont 2 griffes distinctes qui sont polyvalentes. Premièrement, ils sont une sorte de protection contre les prédateurs et deuxièmement, ils les aident à grimper aux arbres au cas où le bébé serait hors du nid. Une fois qu'ils ont grandi, les griffes disparaissent comme des dents de lait. La taille n'a pas toujours une grande importance. Si tu étais un colibri, tu devrais manger presque 150 kg de nourriture par jour pour maintenir un poids normal avec le métabolisme de ce petit oiseau. Mais sa durée de vie serait également beaucoup plus courte, de 3 à 5 ans seulement. Si tu te teins les cheveux, tu as probablement plus de points communs avec un vautour que tu ne le penses. Nous sommes probablement les 2 seules espèces au monde qui utilisent la teinture exprès. Les vautours teignent leurs plumes avec de la terre rouge pour montrer leur domination sur les autres oiseaux. Les humains, eh bien nous on aime tout simplement les changements. Les condors de Californie ne sont peut-être pas aussi gros qu'un avion, mais ils sont quand même énormes. Leur envergure est de près de 3 mètres. Ils sont potentiellement dangereux pour les gens, mais les chances que tu en rencontres un jour sont minces. Il n'y en a qu'environ 200 aux États-Unis. Te voilà en train de chercher quelque chose de délicieux dans le frigo, mais tu ne vois pas ce dont tu as vraiment envie. Si tu étais une grive à lunule, tu lâcherais un gros P. Cela semble dégoûtant, mais c'est apparemment ainsi que ces oiseaux trouvent les vers de terre cachés. Une attaque de gaz pour les assommer et voilà, ils sont maintenant une cible facile. On se bouche le nez et hop, bon appétit bien sûr. Ok, assez de ces histoires farfelues. Regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau venimeux sur cette liste, mais hélas, je te présente le pitoi bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont commencé à ressentir des engourdissements et des sensations de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans leurs plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes, ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Et que dire de l'oie armée de Gambie ? Elles sont également connues pour leur toxicité. Et cette toxicité provient de la consommation de méloïdés. On peut les toucher sans danger, mais en manger un peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine subsiste même après la cuisson. Un autre oiseau que tu ne veux pas manger est une caille commune. Ne la confonds pas avec une caille japonaise qui est généralement conservée comme volaille. Les cailles communes peuvent être vraiment toxiques et entraîner des conséquences aussi terribles qu'une insuffisance rénale. Tout dépend des plantes que cet oiseau mange. Bonne nouvelle, elle n'est venimeuse que pendant la période de migration, mais elle est délicieuse et sans danger en dehors de la migration.
Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux éviter de l'avoir dans ton assiette, à moins que tu ne veuilles avoir des douleurs musculaires. Si tu aperçois un mignon harfang des neiges, tu ferais mieux de fermer les yeux et de fuir. Ils ont peut-être l'air innocents, mais ils possèdent en fait des serres acérées comme des rasoirs, dont ils savent parfaitement se servir. Ils les dirigent vers les parties les plus vulnérables, comme la tête, les yeux. Tu l'as compris, ne te frotte pas à un harfang des neiges. Une autre espèce que tu ne veux pas côtoyer, c'est le pitohui châtain. Ce petit oiseau et ses yeux si innocents... Non, ne te laisse pas avoir. Souviens-toi bien de leur apparence et ne les touche jamais. Ils sont aussi venimeux que les fameuses grenouilles et flèches empoisonnées d'Amérique centrale et du Sud. L'Ifrita de Kowald est peut-être minuscule, mais elle a un mécanisme toxique qui rend ce petit oiseau invincible. Il ne mange que certains types de coléoptères qui lui fournissent des toxines spéciales. Même si tu le touches, tu seras probablement engourdi par l'intoxication. Il est immangeable car les toxines ne disparaissent pas même lorsqu'il est cuit. Les aigles royaux sont les moteurs du monde des oiseaux. Ils peuvent porter des poids allant jusqu'à 1,8 kg. Ils capturent facilement les tortues et autres proies. Ces puissants oiseaux sont assez forts pour voler un bébé, mais ils ne le font jamais. De plus, en Mongolie, les gens utilisent même ces aigles pour chasser le loup. Les bernaches du Canada vivent près des humains depuis des années, mais elles se méfient toujours de nous voir approcher leur habitat, surtout au printemps, la saison des amours. Pendant cette période, les femelles peuvent poursuivre et mordre les personnes qu'elles considèrent comme une menace pour leurs œufs, leurs compagnons ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par ces oiseaux très en colère, la meilleure chose à faire est de reculer très doucement. Les mouettes romantiques dans le ciel ne semblent pas causer beaucoup de problèmes. Le pire qu'elles puissent faire est de lâcher quelques excréments non désirés. Cette impression est assez trompeuse, car ces oiseaux sont très agressifs. Comme tous les oiseaux de leur espèce, ils n'attaquent pas parce qu'ils en ont envie. La règle est donc très simple. Ne touche pas ces oiseaux et reste loin de leur nid. Lorsque la machine à remonter le temps sera enfin inventée, fais particulièrement attention avec les oiseaux du passé. Les vélociraptors qui étaient sur Terre à l'époque, tout comme le reste des dinosaures, avaient des serres et des plumes. Il s'agissait donc de véritables oiseaux et non de lézards écailleux. Au fait, ce sont les serres pointues dont il faut avoir peur. Elles peuvent couper n'importe quoi. Attention si tu décides de partir dans le futur aussi. Tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre là-bas. Si tu es l'heureux propriétaire d'un iPhone 12 flambant neuf, ou si tu viens de mettre à jour ton système d'exploitation sur iOS 14, n'aie pas peur de cet horrible point vert ou orange qui apparaît dans le coin supérieur droit. Le point vert indique que tu utilises ton appareil photo et le point orange indique si tu utilises le microphone. Disons que si tu utilises TikTok en arrière-plan et que l'application utilise passivement à la fois la caméra et le micro, eh bien ces points te permettront de le savoir. Cela peut donc aider à contrôler l'autonomie de la batterie. Pour augmenter le volume de ton iPhone, va dans les réglages, puis dans Musique et trouve l'égaliseur, appelé EQ dans le menu. L'option Nuit fera que ton téléphone sera environ 20% plus fort qu'avant. Tu peux aussi créer une vibration unique pour chacun de tes contacts. Va dans les paramètres, son et ouvre les paramètres de sonnerie. Tu as généralement une vibration par défaut, mais si tu fais défiler un peu plus bas, tu verras la sélection personnalisée. Tape le rythme que tu veux et enregistre-le. Tu peux le faire pour n'importe lequel de tes contacts. Si une vibration personnalisée ne suffit pas et que tu rates toujours les appels de ta grand-mère, essaie de personnaliser le flash. Allume-le et tu auras une notification supplémentaire pour les appels entrants. Va dans les paramètres généraux, choisis la section Accessibilité et dirige-toi vers la section Audition. Allume le flash LED pour alerte. Tu ne rateras plus jamais cet appel important. Si tu appuies sur la touche Espace et commences à bouger dessus, tu verras un curseur. Cela peut t'aider si tu veux trouver une faute de frappe ou corriger un mot dans les notes ou dans le texte que tu es en train de faire. Si tu as tapé un message très long mais que tu veux l'effacer, tu peux littéralement t'en débarrasser. Il suffit de secouer le téléphone pour effacer tout. Lorsque tu veux choisir plusieurs icônes, appuie sur une seule d'entre elles et avec un deuxième doigt, ajoute toutes les autres icônes dont tu as besoin. Cette astuce ne marchera pas si tu as un iPhone 6 ou plus vieux. Les nouveaux iPhones sont dotés d'une fonction très pratique qui t'aidera à passer d'une application à une autre. Regarde cette ligne au bas de l'écran. Glisse vers la gauche ou la droite et trouve l'application dont tu as besoin. Finis les double-clics et le centre de notification. Si, comme moi, tu aimes t'endormir sur ta musique préférée ou sur une vidéo YouTube, va dans l'horloge et appuie sur le minuteur et clique sur le bouton quand le minuteur s'arrête.
Fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction désactive toutes les applications médias comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos et même l'application YouTube. Plutôt pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin au milieu d'une vidéo quelconque qui continuait à être diffusée automatiquement. Ouais. Nous sommes tous habitués au système de messagerie, mais les e-messages sont super amusants. Appuie sur le bouton « Envoyer » pour ajouter différents effets spéciaux à ton message. La section des bulles a 4 fonctions. L'encre invisible rend impossible la lecture du message à moins de l'essuyer avec un doigt. Fais glisser le doigt de droite à gauche et de gauche à droite pour l'effacer en quelque sorte. Avec l'effet discret, les lettres semblent vraiment minuscules au début, mais ensuite, elles deviennent plus grandes. L'effet voyant, à l'inverse, les fait apparaître d'un seul coup, de sorte qu'elles paraissent beaucoup plus grandes, mais la taille revient à la normale en quelques secondes. L'effet impact fait également cela. Le message arrive littéralement sur l'écran comme par magie. Appuie sur le bouton de droite appelé écran. C'est très amusant. Par exemple, il y a l'effet écho qui fait que l'écran de ton ami soit submergé de bulles de texte. Glisse vers la droite pour voir d'autres effets. Il y en a certainement un pour le message que tu vas envoyer. La police de l'iPhone possède aussi différentes tailles. Pour la rendre plus grande ou plus petite, va dans la section Affichage et luminosité dans la section Paramètres. Touche la taille du texte et ajuste-la comme tu le souhaites. Tu peux prendre un selfie non seulement à l'aide du bouton de volume de ton téléphone, mais aussi en appuyant simplement sur le bouton sur les écouteurs. Cette astuce est destinée aux utilisateurs d'iPhone, mais de nombreux Android proposent aussi cela. Attention, cela fonctionne généralement avec les écouteurs d'origine. Les iPhones n'ont peut-être pas la batterie la plus longue, mais ils battent tout le monde en matière de qualité des photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo. Va dans Général, choisis Appareil photo pour activer la grille. Elle peut t'aider à faire de merveilleuses compositions pour tes photos. Si tu aimes taper avec une seule main, il est probablement grand temps de choisir le bon clavier. Pendant que tu tapes, maintiens le bouton Globe enfoncé. 3 claviers apparaîtront. Celui de gauche est à utiliser chaque fois que tu tapes en tenant ton téléphone avec la main gauche. Celui du milieu est pour les 2 mains et celui de droite est pour taper avec la main droite uniquement. Si tu aimes écrire de longues phrases romantiques dans tes notes, mais que tu ne veux pas que quelqu'un les lise, mets un mot de passe à l'une de tes notes. Il y a 2 façons de le faire, selon le modèle de ton iPhone. Pour l'iPhone 6, tu dois glisser de droite à gauche pour faire apparaître 3 icônes: cadenas, dossier et corbeille. Utilise la poubelle si ta lettre romantique n'est pas bonne, et le cadenas pour la protéger des regards indiscrets. Règle le mot de passe, mais assure-toi de bien t'en souvenir, tu ne pourras pas l'éliminer. Si cela ne fonctionne pas, il suffit d'appuyer sur la note en elle-même et de la maintenir enfoncée jusqu'à voir apparaître la barre de mots de passe dans le menu déroulant. Règle le mot de passe et personne ne saura que tu écris des lettres romantiques à Jane la nuit. Les derniers modèles d'iPhone prennent en charge une fonction super cool. Tu peux maintenant faire une capture d'écran de toute la page du navigateur dans un seul fichier. Pour ce faire, appuie sur le bouton du volume et sur le bouton de marche. Si tu as besoin de trouver une combinaison de mots particulière pendant que tu lis un article en ligne, va dans la barre de recherche et tape le mot qui t'intéresse. Tu verras 3 sections: Recherche Google, Signes et historique, et sur cette page. Choisis la dernière. Le mot dont tu as besoin sera surligné en jaune. De plus, une barre de navigation spéciale en bas avec des flèches de haut en bas te permettra de rechercher facilement le mot-clé. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire vive de ton iPhone de temps en temps. Cela peut aider ton appareil à fonctionner mieux et plus rapidement. Pour ce faire, il faut creuser en profondeur. Va dans les rubriques Réglages général, Accessibilité, Assistive Touch et allume-le. Appuie sur plus, puis sur moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Appuie sur Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. La mémoire vive est maintenant actualisée. Si tu vois la notification « Entrer mot de passe » après l'avoir fait, cela signifie que tu l'as bien fait. Assistive Touch peut également t'aider à régler de nouvelles fonctions avec de simples tapotements. Va dans Réglages, Général, Accessibilité et dans la section Assistive Touch, tu peux modifier toutes les commandes du menu d'action personnalisé. Avec un double tapotement, j'ai choisi la capture d'écran, car une combinaison Home plus bouton de mise en marche semble un peu gênante. Pour faire une capture d'écran, appuie 2 fois sur le cercle du menu d'accessibilité.
Les personnes qui possèdent un iPhone n'ont pas besoin d'une application à part pour lire les codes QR, puisque tous les iPhones en sont équipés. Allume l'appareil photo et pointe-le sur le code. Tu verras une fenêtre pop-up en haut de l'écran. Touche la fenêtre et tu iras directement à l'endroit qui lit le code QR. Si cela ne fonctionne pas, active la fonction « Scanner des codes QR » dans les paramètres de l'appareil photo. Tu peux régler n'importe quelle chanson pour ton réveil. Va sur l'alarme et appuie sur « Modifier » dans le coin supérieur droit. Choisis l'heure à laquelle tu veux écouter la chanson. Dans la section « Sonnerie », choisis « Choisir un morceau » et prends n'importe quelle chanson présente dans ta bibliothèque. Avertissement, ta chanson préférée deviendra probablement ton pire ennemi après quelques matins où tu l'auras utilisée comme réveil. L'un des problèmes que tous les utilisateurs d'iPhone détestent est le manque de mémoire. Même si tu supprimes des photos, il n'y a toujours pas assez de place. Va dans les paramètres, stockage de l'iPhone, et assure-toi que les photos que tu as supprimées récemment sont bien effacées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans la section stockage. Souviens-toi que les messages peuvent avoir des fichiers lourds, alors tu peux limiter la durée de stockage du message. Dans l'historique des messages, appuie sur le bouton « Conserver les messages ». Par défaut, l'option est « Indéfiniment », mais tu peux les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. Si tu dois souvent signer des documents, cette astuce peut t'aider à les signer sans même les imprimer et les scanner. Fais une capture d'écran du document que tu veux signer, puis touche la capture d'écran pour apporter des modifications. Touche le bouton « Plus » dans le coin inférieur droit. Choisis le bouton « Signature » dans la barre d'outils et c'est parti. Signe le document avec ton doigt et enregistre les modifications en appuyant sur le bouton « Terminer ». Et nous aussi, nous avons fini. La technologie est ton ami, mais il est quand même préférable de verrouiller ta porte avec une bonne vieille clé. Cela vaut mieux que de se fier à des systèmes d'assistance numérique contrôlés par la voix. Un rayon laser suffit à les saboter. Les cambrioleurs règlent l'intensité du laser, trouvent la bonne fréquence et trompent ton assistant numérique en lui faisant croire qu'il a entendu l'ordre d'ouvrir ta porte. OK, opening. Ta porte de garage est particulièrement vulnérable. Si ta clé ordinaire se coince soudainement dans le trou de la serrure, ou s'il t'est très difficile un jour de la tourner pour déverrouiller ta porte, c'est peut-être le signe que ta maison a été prise pour cible. Il te faut peut-être penser à changer la serrure, car il est possible que quelqu'un ait déjà essayé d'entrer par effraction. Oui, les dépenses imprévues sont toujours embêtantes, mais la sécurité passe avant tout. On voit souvent de fausses caméras de surveillance dans les épiceries. Celles qui sont installées au-dessus de la caisse sont certainement authentiques, mais les autres. Nous allons faire un peu de bricolage. Une vieille boîte à chaussures et cet objectif d'appareil photo qui traîne depuis des années dans ton grenier ne te reviendront pas. Ajoute-leur une lumière clignotante, peut-être à pile, et le tour est joué. En général, les malfaiteurs hésiteront s'ils voient un gadget caché. Ils ne se risqueront pas à entrer s'ils pensent être filmés. Si tu n'es pas vraiment doué pour le bricolage, tu n'as qu'à afficher une pancarte de vidéosurveillance. Tu peux en faire une toi-même si tu disposes d'une de ces imprimantes sophistiquées. Ou tu peux en acheter une en ligne. Tu pourrais aussi faire semblant d'adopter un chien. Faire semblant? Oui, faire semblant. Tu accroches une pancarte « Attention, chien méchant » et le problème est résolu. Les voleurs sont moins susceptibles de choisir ta maison. Maintenant, si tu as vraiment un chien, tant mieux pour toi. Son odorat est si puissant qu'il sentira l'intrus le plus rusé et son aboiement est une alarme de premier ordre. Mais en fait, il est possible d'acheter une vraie caméra de surveillance pour seulement 30 € sur Internet. C'est probablement un bon investissement. Bon, ta maison est désormais une véritable forteresse, dotée d'un système de sécurité haut de gamme et de serrures de portes et de fenêtres dernier cri. Et tu as un chien. Mais tu as toujours cette vieille échelle rouillée qui traîne dans les buissons de ton arrière-cour. Tu rentres du travail et tu découvres que ta maison a été cambriolée par un disciple du Père Noël. Et ne laisse jamais ta boîte à outils traîner dehors. C'est presque une invitation à entrer par effraction. Pourquoi ne pas laisser une grande paire de bottes de travail sur ton porche? Ça donnera l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi, qui plus est quelqu'un d'assez grand et fort. Qui osera se risquer à pénétrer? Si une facture d'électricité un peu élevée ne te fait pas peur, laisse une radio ou une télévision allumée quand tu sors. Et le classique de grand-mère, c'est de brancher une lampe sur une minuterie. Maintenant, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un chez toi. Assure-toi que la lampe s'allume de 10h à 15h, c'est la plage horaire préférée des intrus. Les voleurs laissent souvent des marques devant les maisons qu'ils veulent cambrioler. Par exemple, une entaille sur un arbre ou un trait de craie sur ta boîte à lettres. Il s'agit d'un code pour indiquer si une maison est sécurisée ou non.
Tu peux toi aussi être malin. Si tu as l'impression que quelque chose cloche dans ton quartier, une méthode simple te permettra de savoir si des visiteurs indésirables sont passés en ton absence. Laisse quelques biscuits sous ton paillasson. S'ils sont en miettes quand tu rentres chez toi, tu sauras que quelqu'un s'est approché pour fouiner. Des photos de toutous mignons ? Bien sûr, mais fais attention à ce que tu partages sur les réseaux sociaux. N'oublie pas que parmi tes followers, il peut aussi y avoir des cambrioleurs potentiels. Une mise à jour innocente du type « Enfin en vacances » leur facilite la tâche, tu sais. Partage ta vie avec tes amis, pas avec tout l'internet. Les cambrioleurs sont des experts, n'oublie jamais ça. Ils peuvent repérer un verrou cassé dans une fenêtre en regardant ton dernier selfie ou remarquer tes bijoux de valeur pendant que tu danses sur TikTok. C'est encore plus facile quand tu publies « Regardez ce que mon super copain m'a acheté pour mon anniversaire ». Maintenant, ils savent ce que tu possèdes et où ils doivent chercher dans ton appartement. Tes poubelles sont un peu comme les réseaux sociaux, elles peuvent en révéler beaucoup sur ta personne. Alors un seul mot, déchiqueteuse. Assure-toi que tout document portant ton nom, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton numéro de passeport ou de carte de crédit soit transformé en confetti avant de passer à la poubelle. Mais fais attention si tu portes une cravate. Oh oh! Et n'oublie pas de déchirer l'autocollant d'adresse sur les colis que tu reçois. Fréquemment, un cambriolage sera commis par des personnes qui ont déjà pénétré chez toi. Elles savent déjà où tout se trouve. Chaque fois que tu accueilles quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui fais découvrir tout le système de sécurité que tu as mis tant de temps à mettre en place. Si un cambrioleur potentiel s'intéresse à ta maison, tu peux être presque sûr de te faire cambrioler par la suite. Donc si tu dois absolument inviter quelqu'un à entrer, assure-toi de ranger tous tes objets précieux, car tu pourrais sans cela susciter une attention non désirée. Même si tu cherches à toujours faire mieux que tes voisins, vas-y mollo sur la décoration de ton jardin. Les cambrioleurs ont l'œil pour les objets de valeur. Si tu y mets beaucoup d'argent, de temps et d'efforts, on saura que tu fais probablement la même chose à l'intérieur. Entretiens donc ton jardin de manière simple, cela t'évitera d'attirer l'attention. L'écran solaire n'est pas la seule protection dont tu aies besoin en vacances. Ton chez-toi doit aussi être protégé. Avant de partir en voyage, demande à tes parents ou à tes amis de surveiller ta maison ou ton appartement. Demande-leur de venir nourrir tes poissons, d'arroser tes plantes, pour que tout le monde sache qu'il y a quelqu'un de temps en temps. Et n'oublie pas de leur rapporter des souvenirs. La plupart des cambrioleurs essaieront de s'introduire chez toi par le rez-de-chaussée. C'est beaucoup plus facile. Mais ce grand arbre qui pousse juste à côté de ta fenêtre, à l'étage, a l'air si pratique. Taille tes branches de façon à ce qu'il soit impossible d'y grimper. Si tu préfères les billets aux cartes de crédit, ne les cache pas sous ton matelas ou dans le congélateur. C'est à cela que servent les banques. Si tu dois en garder chez toi, fais en sorte que la somme ne dépasse pas ce dont tu as besoin pour tes dépenses courantes. L'endroit où tu ranges tes objets de valeur est important. Si tu as quelque chose à cacher, n'oublie pas, la cuisine et la salle de bain sont généralement les endroits les moins intéressants pour les intrus. Si tu as une bague en or avec un diamant de 24 carats, tant mieux pour toi, cache-la sous la baignoire ou dans un paquet de pâtes. Ta table de chevet est le premier endroit où ils vont regarder. Sois créatif et cache tes objets de valeur avant de partir pour ce voyage extraordinaire que tu as prévu. Dans un pot de confiture, dans un sac de congélation, à l'intérieur d'un paquet de farine. Oh oh, je suis en train de révéler tous mes secrets là. La chose qu'il faut surtout retenir, c'est que tu dois garder tes objets de valeur loin des liquides et des poudres qui pourraient les endommager. Ne mets pas ton alliance dans une bouteille de Javel. Quels que soient les récipients que tu utilises pour cacher tes objets de valeur, n'oublie pas de les replacer à l'endroit où ils se trouvent d'ordinaire, cela les rendra encore plus invisibles. Une autre occasion pour un voleur d'être renseigné, c'est quand tu vends ta voiture. Efface les annonces que tu as mises en ligne dès que tu l'as vendue. Si tu reçois encore des appels te demandant si elle est déjà vendue, pour combien, si l'acheteur a payé en espèces, c'est un cambrioleur professionnel qui cherche à obtenir des informations. Coupe tout de suite la communication. Le premier indice d'une maison vide est une boîte aux lettres débordant de prospectus, d'enveloppes et de magazines. Tu peux voir qu'une maison est inoccupée rien qu'en passant en voiture devant sans aucun effort. Demande à quelqu'un de ramasser ton courrier et suspends tes abonnements lorsque tu quittes la ville. Si tu es en bon terme avec tes voisins, vous pouvez vous relayer pour la surveillance. De cette façon, vos deux maisons seront toujours en sécurité. C'est une bonne idée de donner à un voisin de confiance un double de ta clé. Tu sauras que s'il se passe quelque chose de suspect, il pourra aller vérifier et il te dira aussi si tu as laissé ta cuisinière allumée.
Le téléphone sonne, tu décroches, mais il n'y a personne à l'autre bout. On dirait que quelqu'un essaie de voir si tu es chez toi. Fais attention, si ces appels se font fréquents, c'est peut-être le signe que ta maison sera bientôt la cible d'un cambrioleur. Sois attentif aux personnes qui se prennent en photo près de ta voiture. Tu ne sais jamais quelles informations ils peuvent trouver en zoomant. Peut-être le prospectus d'un club de sport, l'autocollant de l'association des parents d'élèves dont tu fais partie. C'est peut-être suffisant pour commencer à organiser un cambriolage. Tu es donc chez toi, en train de boire ta tisane, sous un plaid, en mode bien cosy, quand tout à coup, tu vois un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main, et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres Internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin, ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangés est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en cherchant sur Google, on se retrouve vite absorbé dans la lecture d'articles sur des insectes bizarres et assez dingues. Par exemple, voici le Catacanthus, aussi appelé punaise puante à visage humain en anglais. Non, elles ne puent pas vraiment, du moins pour les humains. Elles émettent des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur faisant savoir qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus particulière réside dans son nom. Une punaise à visage humain a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur le rouge. La couleur vive de son dos avertit les prédateurs que la punaise n'est pas vraiment savoureuse, voire peut-être même venimeuse, tandis que les yeux noirs attirent leur attention sur la tête vulnérable. L'Acaria stimulea, appelée chenille à sel en anglais, porte bien son nom aussi. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur le dos. Et la selle est malheureusement la seule partie de la bestiole à laquelle on peut toucher en toute sécurité. Les épines que l'on voit sur tout le reste de son corps sont pointues et très venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher à rien d'autre. Maintenant, voilà un scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta main, paume et doigt compris. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te fonce droit dans la figure. Mais ne t'inquiète pas. Heureusement, ce géant est placide et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Mais si tu le provoques, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et mordra avec suffisamment de force pour fendre un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. En tant que larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour assurer sa subsistance, même lorsqu'il est adulte. J'aimerais bien avoir cette capacité. Un insecte encore plus menaçant est un veta géant. Résidant en Nouvelle-Zélande, ces créatures ressemblant à des grillons donnent l'impression que quelqu'un a oublié de fermer le portail vers l'enfer. Un corps massif et costaud, avec 6 pattes épineuses, de longues antennes d'apparence extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient facilement couper de l'acier. Eh bien, en fait, ces insectes géants sont assez pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le penser. Il y a des vidéos avec des vétas qui mordent les mains de personnes qui les tiennent et ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un tel insecte peut peser plus lourd qu'un moineau. Les atlas ont l'air d'avoir 3 têtes, dont 2 de serpents. Ces jolis papillons nocturnes ont des formes étranges à l'extrémité de leurs ailes, qui ressemblent à des têtes de serpent. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs.
C'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois les papillons cobras. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils habitent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons, produisant de la soie. Et ça, c'est un spectacle impressionnant. L'envergure des ailes d'un de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignons du monde, après leurs cousins sauteurs. Elles sont si petites que tu ne remarquerais même pas qu'une araignée se faufile dans ta cuisine. Mais si toutefois tu as l'occasion de les regarder de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux semblables à des perles, un manteau bleu et rouge brillant et un adorable duvet sur le corps et les pattes. Et leur danse de parade nuptiale, c'est quelque chose. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon sur la liste, le morosphinx. Tu te souviens de l'Atlas et à quel point il était énorme? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que cela. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela t'amène à te demander si c'est vraiment un papillon après tout. Bien sûr, cette créature est absolument inoffensive et tu devrais t'estimer chanceux si jamais tu en vois une. Le Macracantha arcuata est l'un des arachnides les plus inhabituels au monde. C'est une araignée ordinaire à tous égards, mais pour une raison quelconque, elle possède 2 longues cornes courbées sur son dos. Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs. Le rouge signifie le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses dents. Alors voilà là une toile de mystère pour toi. Le doux bruissement des feuilles en dessous, un tas d'entre elles qui bougent légèrement et une grande corne puissante apparaît. C'est un dynaste Hercule, l'un des plus gros coléoptères de la planète. Plus de la moitié de sa taille provient de cette corne sur sa tête. Grâce à ce merveilleux appendice, tu sais exactement que c'est un mâle. Les femelles n'en possèdent pas. Pourtant, le nom ne vient pas seulement de la corne, mais aussi de l'incroyable capacité de ce géant à transporter des charges extrêmement lourdes. Sa force n'est dépassée que par celle des bousiers. Un Hercule peut transporter jusqu'à 850 fois son propre poids. Si tu vois un jour un insecte à 5 têtes portant une casquette pointue, sache que tu n'es pas sur une autre planète. C'est un Bosidium globulare, tout droit sorti d'un film de science-fiction et direct sur ton écran. Cet insecte est un véritable mystère. Il est petit et discret et on ignore encore beaucoup de choses à son sujet. Personne ne sait exactement pourquoi les Bosidium globulare ont ces boules de poils sur la tête, mais ils n'ont qu'une seule tête en tout cas. Si tu vas te baigner dans un étang d'eau douce, quelque part sous les tropiques d'Amérique centrale ou d'Afrique, fais attention à tes orteils. Tu peux te faire attraper par une punaise d'eau géante qui les chasse. C'est un insecte prédateur et le plus grand de son genre. Pas étonnant qu'on l'appelle communément la puce de l'alligator et le croqueur d'orteils. La morsure de ce monstre aquatique est vraiment très puissante. Il attrape sa proie avec ses pattes avant et la dévore lentement. Et quand je dis qu'il s'agit d'un prédateur, je n'exagère rien. La nourriture préférée des punaises d'eau géantes sont les poissons et les amphibiens. Malgré leur nom, les mouches scorpions ne sont pas apparentées aux scorpions. Elles doivent ce surnom à leur queue qui ressemble beaucoup à celle des célèbres arachnides. Voir un scorpion volant est au mieux un spectacle intimidant. Mais n'aie pas peur pour autant, ces créatures sont petites et douces et elles ne peuvent même pas te mordre. Seuls les mâles ont une telle queue et ils l'utilisent pour attirer les femelles. Hey! Maintenant, regarde cette brindille et essaie de deviner. Y a-t-il quelque chose de vivant dessus ou non? Oui et non. Cette brindille n'est pas du tout une brindille, c'est un phasme. Ces insectes ont développé un camouflage fascinant. Ils sont longs et discrets, capables de rester immobiles pendant des heures, ce qui les fait ressembler à des brindilles sèches. Mais dès que tu en touches un, il s'en va sur ses pattes dégingandées. Grâce à leur apparence, les oiseaux prédateurs ratent souvent les phasmes dans le feuillage dense, et leurs cousins australiens dégagent une odeur agréable, un peu comme du beurre de cacahuète. Miam! Ah, la beauté de la nature tout autour de toi, l'air frais et des jours de repos et de méditation loin de la civilisation. Mais tu as marché pendant un certain temps pour arriver jusqu'ici et maintenant, il est temps d'installer ton campement. Les bois alentours sont denses et tu ne trouves pas d'endroit approprié pour monter ta tente. Puis tu vois une belle parcelle de verdure complètement dépourvue d'arbres et parsemée de quelques petits buissons. Tu y vas satisfait de ta trouvaille et tu commences à installer ta tente. Le sol est exceptionnellement meuble et lisse, mais cela ne te dérange pas trop. Tant mieux, les piquets rentrent dans le sol comme un couteau dans du beurre. Quand tu as fini, il fait déjà nuit, alors tu entres dans la tente et tu te glisses dans ton sac de couchage bien douillet.
Tu te réveilles avec la sensation que quelque chose ne va pas. Tu te sens mouillé. Tu commences à te tortiller à l'intérieur de ton sac de couchage et oui, il est presque complètement trempé par en dessous. Tu te précipites hors de la tente aussi vite que possible et tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le sol. Il s'avère que tu as installé ton campement sur un marécage. Et tu as eu de la chance. Les marécages ne sont pas toujours évidents. Parfois, tu ne les remarqueras même pas avant de plonger dans la boue et de te retrouver avec des ennuis jusqu'aux genoux. Sortir de là peut aussi être compliqué. La mousse et les racines créent une espèce de matelas souple qui te tire lentement vers le bas. Et lorsque tu essaies de lever les pieds, tu risques de te retrouver sans tes bottes. Il est assez facile de reconnaître un marécage forestier quand on sait ce qu'il faut chercher. Si tu te trouves dans un fourré dense et que tu vois une clairière luxuriante et ensoleillée où ne pousse que de la mousse et quelques petits buissons, il y a de fortes chances que ce soit un marécage. Tu peux également vérifier cela en marchant légèrement sur ce genre de terrain. S'il te semble élastique, mieux vaut ne pas t'en approcher. Bizarrement, une autre chose pour laquelle les marais peuvent s'avérer dangereux, c'est quand il y a un incendie de forêt. Si tu restes trop près d'un marécage et que tu allumes un feu de camp, celui-ci peut créer un départ d'incendie, surtout s'il y a beaucoup de vent. Les marais et les marécages sont remplis de goudron enfoui sous les couches d'eau et de mousse. Lorsqu'il commence à brûler, il est presque impossible de l'éteindre. Avant d'allumer un feu de camp, garde toujours une distance de sécurité par rapport à un marais. Une autre erreur courante lors de l'installation d'un campement dans la nature est de ne pas lever les yeux. Disons que tu as trouvé un terrain solide pour monter ta tente, que tu l'as débarrassé de tous les débris et pierres désagréables et que tu t'es assuré qu'il n'y a pas de fourmilière à proximité. Tu ne veux pas que quelque chose se glisse dans ton sac de couchage pendant la nuit, n'est-ce pas ? L'endroit que tu as choisi est parfait et l'arbre qui se trouve à côté de ta tente te protège du vent et de la pluie. Tu t'installes pour la nuit, tu éteins ta lampe de camping et soudain, ta tente se déforme comme si une bête sauvage t'avait attaqué. Déconcerté, tu sors en courant et tu vois qu'une énorme branche est tombée sur ta tente. Le pire, c'est que tu l'aurais vu venir si seulement tu avais levé les yeux avant de t'installer. Les branches à moitié cassées et pourries sont faciles à repérer et ce n'est jamais une bonne idée de mettre sa tente directement en dessous. Ce genre de choses peut se casser à tout moment et tu auras de la chance si elle ne déchire pas ta tente et te blesse gravement. Tu sais, crac! Des dizaines de touristes font cette erreur chaque année et la paient souvent très cher. Le fait de regarder vers le haut t'aidera aussi à t'assurer qu'il n'y a pas de nid de guêpe ou de toile d'araignée au-dessus de toi. Ceci pourrait s'avérer encore pire qu'une branche, car les guêpes n'aiment pas être dérangées et les araignées peuvent se révéler venimeuses. Maintenant, si tu vois une belle rivière et décides de bivouaquer sur ses rives, fais aussi attention à l'endroit exact où tu t'installes. Si tu restes trop près de l'eau, surtout au printemps ou en automne, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la flotte au milieu de la nuit. Vérifie toujours les prévisions météorologiques pour le jour et la nuit à venir. S'il risque de pleuvoir, il vaut mieux se tenir à l'écart de toute étendue d'eau, en particulier des rivières. La pluie pourrait faire monter le niveau de l'eau et inonder ses rives, emportant ainsi ton petit campement et tes vacances. Mais même si tu es loin de l'eau, la pluie pourrait gâcher tes vacances quand même. Disons que tu es à nouveau en plein cœur de la forêt et que la cime des arbres te protège des intempéries. Les précipitations arrivent toujours jusqu'au sol de la forêt, mais au moins tu ne souffres pas autant qu'en restant à ciel ouvert. La nuit suivante, lorsque tu installes ton campement dans un autre endroit, tu sens que le sol est mou et élastique. Cependant, ce n'est pas un marécage. La pluie de la dernière nuit a seulement rendu le sol spongieux. Si tu te retrouves dans un endroit pareil, il vaut mieux t'installer dans un endroit où le sol est plus dur. Le problème, c'est que les terrains lisses et meubles peuvent commencer à se désagréger sous tes pieds à n'importe quel moment. Ce mouvement n'est pas aussi dangereux que lorsque tu es dans un marécage, mais les piquets de ta tente peuvent se détacher et tu finiras par être enfoui sous tous les tissus de ta tente. Et si tu décides d'installer ton campement dans une belle vallée et que la pluie commence à tomber alors que tu es ici, eh bien, prépare-toi à faire un agréable voyage flottant. Toute l'eau va naturellement descendre et arriver dans ton abri, pour finalement se retrouver sous ta tente. Pas étonnant si tu te retrouves les pieds dans l'eau à ton réveil. Oh, quel magnifique endroit pour se reposer après une longue balade! Il est situé au sommet d'une colline, donc il n'y a pas d'eau à proximité, le soleil brille et il n'y a pas un seul arbre pour le bloquer. Prendre un bain de soleil ici va être fabuleux. C'est ce que tu peux penser pendant les premières heures.
Mais quand tu resteras ici assez longtemps, tu comprendras l'erreur de ta décision. La lumière directe du soleil sur ta tente peut la chauffer en quelques heures en raison des matériaux dont elle est faite. Tu le sentiras sur ta peau dès que tu te glisseras dedans. Et disons que tu ne voudras pas t'attarder ici trop longtemps et qu'il vaudra mieux attendre la nuit pour que la tente ait refroidi. Même chose avec le vent. Dans un endroit ouvert, les rafales peuvent atteindre des vitesses incroyables. Et si tu n'as pas fait attention en enfonçant tes piquets, tu pourrais dire au revoir à ta tente plutôt que prévu. Il est préférable de trouver un endroit près d'un arbre qui te protégera à la fois du soleil et du vent. Cependant, ne t'avise pas de camper près d'un arbre isolé lorsque les prévisions météorologiques ne sont pas en ta faveur. Le beau temps ou la pluie sont acceptables, mais si un orage important se prépare, un arbre complètement isolé fera office de paratonnerre. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver si la foudre frappait un arbre sous lequel tu campes. Tu pourrais bien recevoir une décharge. Si tu campes en hiver, le temps peut être encore plus traître. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la lumière directe du soleil. Oublie cela. En hiver, il est préférable que le soleil brille sur ta tente. Le froid peut te porter préjudice, même si ta tente est super cool et coûte très cher. Et les vents sont généralement beaucoup plus violents pendant la saison froide. La lumière directe du soleil t'aidera à supporter une grande partie du froid. L'une des erreurs les plus courantes que font les randonneurs est d'allumer un feu de camp trop près de la tente. Encore une fois, le matériau de la tente conduit très bien la chaleur, et c'est une bonne chose quand tu veux te réchauffer, mais il s'enflamme aussi très facilement. Parfois, une étincelle suffit à réduire ton abri en cendres. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de place entre ta tente et le feu de camp, et ne laisse jamais ton feu sans surveillance. Lorsque tu t'endors, la règle veut que tu éteignes le feu pour ne pas te réveiller avec un brasier ardent autour de toi. Les insectes peuvent gâcher n'importe quelle balade, même si elle est géniale. Les moustiques, les fourmis, les tiques et autres insectes nuisibles peuvent se frayer un chemin jusqu'à ta tente, où que tu sois. Alors assure-toi d'être protégé. Utilise des répulsifs pour la peau lorsque tu sors et place une spirale anti-moustique à côté de l'entrée de ta tente. Cependant, ne la place pas à l'intérieur ou trop près de celle-ci. L'odeur est irritante et elle peut aussi provoquer un incendie. Pour éviter la plus grande partie des moustiques et surtout des tiques, essaie de te tenir à l'écart des lacs, des étangs et des forêts denses où peuvent se trouver des marécages. Les moustiques se reproduisent dans des eaux calmes, de sorte que les zones autour de ces bassins sont remplies de parasites ailés. Mais ils ont du mal à voler quand il y a du vent. Choisir un endroit ouvert est donc ta meilleure chance de t'en débarrasser. Ne les laisse pas t'embêter. Le monstre s'accroche à un brin d'herbe, étendant ses pattes avant, prêt à saisir le prochain passant innocent. Si tu le voyais, tu te dirais que c'est un arbitre qui donne le coup d'envoi du match. Mais non, cette tique est en quête. Elle est assise là, attendant son déjeuner dans une pose victorieuse. Et on appelle vraiment cela la phase de quête dans le monde des tiques. Mais revenons à cette créature bizarre et effrayante. En ce moment même, elle scrute et sent l'espace tout autour d'elle. Cette bête a faim et elle attend que tu t'approches. Juste un poil plus près. Tu y es presque. Et clac! Tu es tombé directement dans le piège de ce parasite, et il est déjà en train de ramper sur ta jambe. Les tiques ne sont pas seulement des habitants de la forêt, elles sont partout, dans le parc de ta ville ou dans le jardin de ton pavillon de banlieue. En revanche, tu as peu de chances d'en voir une en train de ramper sur les murs, en tout cas en temps normal. Comme une petite bestiole juste là. Oui, elle, zoom avant. Ça m'a tout l'air d'une tique. Non, zoom davantage, voilà c'est mieux. Tu vois, ce n'est pas une tique, c'est une araignée crabe. Le genre Xysticus pour être exact, car les araignées crabes peuvent être de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Pour l'instant, cette petite créature est brune. Elle est facilement reconnaissable à ses 4 pattes plus longues à l'avant et à ses 4 pattes plus courtes à l'arrière. Comme un crabe, oui. C'est sans doute aussi ce que s'est dit le premier savant qui l'a nommé. Mais c'est surtout la façon dont elle se déplace qui lui a valu ce surnom. Elle marche de côté comme un crabe sur la plage. De loin, elle ressemble à une tique. De près, pas du tout. Le corps de l'araignée crabe est divisé en 2 parties comme n'importe quelle araignée ordinaire. Ou comme on les appelle dans ta communauté scientifique, Arachnida vitatrapta pantouflus. En regardant de près une tique, tu remarqueras que son corps n'est fait que d'un seul morceau plat. En tout cas, plat avant le déjeuner. Il est aussi légèrement triangulaire. Maintenant, attrape une loupe et regarde de très près, enfin, si tu l'oses. Tu verras que les araignées crabes ont 8 yeux. Les tiques n'en ont pas. Souviens-toi qu'elles voient le monde en sentant avec leurs pattes. Oui, je sais, c'est bizarre. Les tiques sont des parasites. Elles se nourrissent des humains et d'autres animaux comme si c'était des jus de fruits ambulants. Une araignée crabe ne s'intéresse pas à ton sang. Elle chasse les insectes dans ta maison.
Donc si tu vois soudainement plusieurs de ces créatures ramper dans le coin, cela signifie que leur déjeuner est entré chez toi. Alors ne sois pas offensé qu'elles se présentent sans avoir été invitées. Elles vont juste là où se trouve la nourriture. Et ne sois surtout pas grossier au point de les écraser. Elles essaient juste de garder ta maison propre. Ce sont des araignées chasseresses. Il est donc logique qu'elles se nourrissent en attrapant leur proie. Elles ne se contentent pas comme d'autres d'attendre passivement qu'un filet de soie fasse tout le travail. Ok, ce n'est pas tout à fait vrai. Les araignées crabes, comme les tiques, attendent en réalité que leur déjeuner s'approche suffisamment. Puis elles se servent de leurs longues pattes avant pour l'attraper et... Miam 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 miam. C'est pour cette raison qu'elles existent en différentes couleurs. Les plus colorées attendent en embuscade sur les fleurs et les fruits éclatants. Les brunes se fondent mieux avec les branches et les feuilles des arbres. Les araignées crabes peuvent produire de la soie, mais elles ne tissent pas de toile. Elles utilisent leur grappin intégré pour se déplacer. Et maintenant, la question à 1 million. Est-ce qu'elles ont des petits chapeaux ? Non, je veux dire, les araignées crabes sont-elles venimeuses ? Oui, bien sûr. Mais leurs minuscules mandibules ne pourraient jamais traverser ta peau ou celle de tes animaux de compagnie, donc sois tranquille. On ne peut pas en dire autant de leur cousine, l'araignée crabe géante. Elle porte un autre nom plus connu, l'araignée chasseuse. Et cette créature est à la fois grande et rapide. Ses mandibules, à elle, peuvent traverser ta peau. Alors ne la touche pas, contente-toi de fuir. Quand la nature a créé cet insecte, elle a dû se dire « Et si je faisais un papillon avec une tête d'alligator ?» Oh, et faisons en sorte qu'il ressemble à une cacahuète. Et voilà le résultat. Les scientifiques ont gracieusement appelé cette créature Fulgora laternaria, mais nous on préfère tête de cacahuète. Cette lanterne à tête d'arachide est grande et comme une moufette, elle s'est projetée un spray malodorant pour faire fuir les ennemis. Ses faux yeux menaçants sur ses ailes aident pas mal aussi. Dans la nature, c'est souvent la loi du plus fort qui s'applique, mais que faire si tu es petit et sans défense ? Option 1, te cacher toute ta vie. Option 2, faire semblant d'être le plus méchant de la forêt et tout le monde aura peur de toi. La chenille du sphinx de la vigne a choisi la deuxième option. Ironiquement, elle ne ressemble pas tellement à un sphinx. Mais si un ennemi se présente, cette chose passe en mode serpent. La chenille rentre sa tête dans son corps comme une tortue. Elle gonfle son corps et prend l'aspect d'une tête de serpent avec de faux yeux et tout l'attirail. C'est tout un spectacle. Elle se balance de gauche à droite à la manière des serpents. Ce qui était sur le point de l'engloutir se dit alors « Oh oh, je vais passer mon chemin ». Maintenant, revenons aux araignées. Mais attends, elles ne ressemblent pas toutes à des cauchemars ambulants. Va à Hawaï et tu rencontreras peut-être l'araignée au visage heureux. Son visage n'est peut-être pas particulièrement joyeux, mais le motif sur son dos semble, lui, très heureux de te voir. Fait amusant, le motif peut changer en fonction de l'alimentation de l'araignée. On se demande à quoi elle ressemble quand elle mange quelque chose d'épicé. Attention, un frelon géant vient droit sur toi. Non, c'est une blague, ce n'est qu'un autre maître du déguisement. C'est un papillon frelon. Il n'a pas de dard, alors aucun souci. Et cette bestiole a aussi appris à imiter les mouvements de son modèle, le frelon. Il vole en mouvement rapide et saccadé. Avec la Philly, tout est clair. Elle ressemble à une feuille d'arbre jusqu'au moindre détail. Elle a même des taches brunes sur les bords pour ressembler à une feuille qui se dessèche. Et ses œufs ressemblent à des graines. Le camouflage est excellent, mais Houston, nous avons un problème. Cet insecte doit rester immobile pendant la plus grande partie de sa vie. Il reste là en attendant que son déjeuner passe et en espérant que ses ennemis ne s'aperçoivent pas de sa présence. Et voici la partie la plus cool. Si l'insecte a besoin de bouger, il se met à danser comme une feuille qui ondulerait dans le vent. La menthe fantôme a également perfectionné l'art de l'imitation des feuilles. Mais elle est plutôt dans la collection d'automne. Elle ressemble à une feuille brune froissée tombée d'un arbre. La menthe a un corps mince et sa couleur dépend de la quantité d'eau qui se trouve à côté de son arbre et de l'ombre qui se trouve en dessous. Quand cet insecte se cache, il est presque impossible de le repérer. Peut-être es-tu plus intéressé par le loup branché. Alors nous te présentons le phasme. Cet insecte vit dans les arbres et ne bouge pratiquement pas. Tu te dis sans doute « Ouais, ok, j'ai déjà vu ça dans mon jardin. » D'accord, mais as-tu déjà vu un phasme gigantesque ? Le plus gros phasme jamais trouvé est aussi grand que ton dos. Les insectes ont même commencé à copier de simples épines. C'est probablement plus efficace qu'une feuille inoffensive. Le nom de l'insecte épineux en dit long. Touche-moi et tu te feras piquer. Il recrute même ses amis pour aider à éloigner les ennemis. Ils se rassemblent et transforment une branche sans épines, normalement lisse, en un endroit bardé de piquants. Les oiseaux affamés voient cela, ils sont intelligents, et ils décident de ne pas s'y poser. Qui a oublié de fermer le portail de l'univers parallèle rempli de monstres surnaturels ? En fait, tu es toujours sur Terre, et tu partages la planète avec cette chose. En tout cas, si tu te trouves en Asie du Sud-Est ou en Australie. Voici comment les scientifiques l'appellent. Creatonotos gangis, mais appelons-le l'insecte tentacule. L'insecte tentacule ne ressemble généralement pas à cela. Il ressemble plutôt à un papillon de nuit standard, car c'est ce qu'il est.
Mais lorsqu'il essaie d'attirer un partenaire, il sort 2 paires de tentacules massifs de sa partie inférieure. Il ne pulvérise pas de poison avec, mais des phéromones, c'est-à-dire des substances chimiques qui sentent bon et qui attirent les femelles. Et ça marche, chacun sa technique. En 2012, les scientifiques de Harvard ont découvert 60 espèces de nouveaux insectes dans les jungles du Suriname. La principale découverte était un insecte inhabituel avec des yeux de sauterelle et d'étranges poils argentés. Ils l'ont surnommé l'insecte à poils de troll. Cette queue argentée est une cire que l'insecte sécrète pour éloigner les ennemis. Elle amortit également l'atterrissage de la bestiole lorsqu'elle tombe. Imagine que tu te sois réveillé ce matin, que tu aies pris ton petit déjeuner et que tu aies vaqué à tes occupations. Mais au lieu de vêtements, tu t'es collé des toasts, des œufs brouillés et du bacon grillé sur le corps. Bizarre, certes, mais que peux-tu faire d'autre ? Sur le chemin du bus, un oiseau pourrait descendre et t'attraper. Cette technique fonctionne pour la chenille du Synchlora aerata. L'insecte se colle des pétales de fleurs sur le corps et mange ces mêmes fleurs. Voilà, maintenant, l'analogie prend tout son sens. Lorsque ce costume de fleurs se détériore, la chenille en ramasse un nouveau. Elle utilise sa soie pour y coller les pétales. Et ainsi se déroule le cycle de la vie de ce petit bonhomme qui se déguise tous les jours. C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Tu te munis d'un chiffon et d'un balai pour te débarrasser de toutes ces toiles d'araignée sur tes fenêtres. Elles n'ont aucune chance cette fois-ci. En enlevant une toile d'araignée après l'autre, tu remarques soudain de la boue aux formes étranges coincée sous le toit et le porche. Qu'est-ce que c'est ? Tu t'en rends compte tout à coup, il doit s'agir de nids de guêpes maçonnes. Avec tant de nids côte à côte, il doit y avoir un essaim. Heureusement, les guêpes maçonnes sont des insectes solitaires. Ouf! Toutes ces petites huttes de boue sont remplies d'araignées paralysées. Parfois jusqu'à 500 araignées peuvent être piégées dans ces casiers, attendant juste que les jeunes guêpes éclosent. Si le nid a des trous, cela peut indiquer qu'il est vieux ou abandonné, car les guêpes maçonnes percent des trous pour quitter leur nid. Si tu veux les enlever, il est préférable d'attendre la nuit quand elles ne sont pas aussi actives. Bien qu'elles soient assez placides, si elles se sentent menacées, elles n'hésiteront pas à piquer. On dirait qu'un insecte a été conçu à moitié, puis que son créateur s'est interrompu. Le grillon taupe semble vraiment venir d'un autre monde. Avec des griffes de taupe, un corps de grillon et une tête de crevette, cette créature est un peu l'ornithorynque du monde des insectes. Il n'est pas venimeux et ne mord que si tu le prends au piège dans ta main. Et si tu l'ennuies vraiment, il a un autre atout dans sa manche, ses ailes. Elles peuvent cracher un liquide brun qui sent mauvais, tout comme la moufette. Alors laisse-les juste quitter ta maison et il n'y aura rien à nettoyer. Les bassins rocheux sont pleins de toutes sortes de plantes et d'animaux. Des créatures marines comme les étoiles de mer, les herbes marines, les bernards l'ermite, les petits poissons et toutes sortes de pieuvres. Si tu croises cette petite pieuvre à anneaux bleus, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle clignote en bleu néon pour une bonne raison. Cette pieuvre miniature a une morsure venimeuse 1000 fois plus forte que le cyanure et sans antidote disponible. N'essaie pas de la chatouiller avec un bâton ou d'en ramasser une, ça ne vaut pas le voyage à l'hôpital ou à la morgue. Les serpents terrestres ont beau être effrayants, les serpents marins sont d'un tout autre niveau. Dans les océans Indien et Pacifique, on compte environ 50 espèces différentes de serpents de mer et ils sont aussi beaux que dangereux. Heureusement, ils ne semblent pas trop se soucier de nous. Le serpent de mer de Dubois est sans doute le plus venimeux de l'océan, talonné pour ainsi dire par le serpent de mer à bec. Leur venin ferait presque oublier la morsure d'un cobra. Le venin de ces deux serpents est extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il peut mettre des heures à provoquer des symptômes chez l'homme, et il faudrait qu'il transperce ta combinaison de plongée. Si cette mouche se pose sur ton bras à l'extérieur, tu pourrais crier un peu, on ne t'en voudrait pas. La mouche scorpion, comme son nom l'indique, a une queue incurvée qui ressemble à un dard de scorpion. Mais tu peux souffler, elle ne lui sert que pour l'accouplement. Elle a aussi une longue tête en forme de bec qui lui sert à se nourrir après avoir volé des insectes dans les toiles d'araignée. Pour trouver le partenaire idéal, elle adore faire des cadeaux sous forme de salive, comme c'est romantique. Si tu te trouves en Afrique, il se peut que tu passes à côté de ce grand oiseau si tu ne fais pas attention. Le bec en sabot s'immobilisera quand tu passeras devant lui. Pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et avoir une envergure de 2,50 m, le bec en sabot ressemble à un prédateur, bien qu'il soit tout sauf ça. Connu comme l'un des oiseaux les plus lents du monde, presque une statue, le bec en sabot ne fait que manger les poissons près de la surface de l'eau, sans se soucier du monde. Cet oiseau n'a pas du tout peur des humains,
Bien qu'il ne soit pas très bavard, il te laissera l'approcher suffisamment pour prendre quelques photos. Si tu entends un petit grincement pendant que tu es dans le jardin, cela pourrait être une souris, un écureuil ou un scarabée rhinocéros qui te fait savoir que tu es trop proche. Ils adorent faire du bruit quand on les dérange. Avec leurs cornes géantes et effrayantes sur la tête, ils peuvent sembler capables de se défendre, mais ce n'est pas le cas. Elle leur sert seulement à déplacer les feuilles et les bâtons de leur chemin et pour empêcher les autres mâles de venir dans les parages de la femelle. Non seulement ils ont une corne sur la tête, mais ils ont aussi une force herculéenne. Ils sont capables de soulever 850 fois leur propre poids. C'est comme si tu pouvais soulever 65 tonnes ou 11 éléphants. Vivant principalement en Chine, le petit cerf huppé est adorable avec sa touffe de poils. En tout cas, jusqu'à ce qu'il se retourne et se révèle être un cerf vampire. Heureusement, cet animal ne souhaite pas goûter ton sang, ni porter de cape. Seuls les mâles font pousser ces attributs plutôt que des bois pendant la saison des amours, afin de se disputer des territoires et des femelles. Ces crocs ressemblent plus à des défenses d'éléphants qu'à des dents acérées. Non seulement ils ont des crocs, mais ils sont aussi connus pour aboyer comme des chiens et fuir comme des chats quand ils ont peur. La marée rouge est une prolifération d'algues toxiques qui s'élèvent du fond de la mer après des tempêtes particulièrement violentes. Cette algue ressemble beaucoup à du ketchup ou à de la rouille renversée dans l'eau, mais c'est bien pire pour la vie autour d'elle. Les poissons et les organismes marins tenteront de s'échapper une fois exposés aux algues toxiques présentes dans leur eau. Ce n'est pas particulièrement nocif pour les humains qui y sont exposés, mais si tu manges des fruits de mer contaminés par ces toxines, les choses peuvent devenir un peu plus graves. Donc si la mer est rouge, reste hors de l'eau. Certaines araignées aiment arborer des couleurs vives pour montrer qu'elles sont dangereuses, mais pas l'Atrax robustus australienne. Cette araignée noire brillante n'a pas besoin d'artifice pour prouver qu'elle est balèze. Elle peut être très dangereuse si elle décide de te mordre. Elle peut arrêter ton système nerveux en seulement 30 minutes. Tissant leur toile dans n'importe quel abri, comme de vieux rondins, des chaussures ou même des nains de jardin, les Atrax robustus aiment vivre près de notre habitat pour se nourrir facilement. Quand elles en ont assez d'un endroit, elles laissent leur toile derrière elles et partent à la recherche d'un nouvel endroit. Certains disent que les ratels sont intrépides, et en un sens, ils ont peut-être raison. Quand tu es assez courageux pour piquer de la nourriture à un jaguar, un lion ou une hyène, qu'est-ce que tu as à craindre? Ces cousins de la belette ne sont pas seulement féroces, ils sont super intelligents. Ils sont même connus pour utiliser des outils afin de s'échapper des enclos. Les trucs comme les râteaux, les pierres et la boue deviennent des objets à escalader pour regagner leur liberté. En plus de leur ressemblance physique avec la moufette, les ratels possèdent une glande dangereuse près de leur queue qui contient une puissante machine à puer. Ils sont donc courageux, puants, ont une peau extrêmement élastique et résistante, et pour couronner le tout, ils jouissent d'une forte immunité contre les scorpions et les serpents. La meilleure chose à faire si tu tombes sur un ratel, c'est de le laisser tranquille. As-tu déjà entendu parler du champignon Idnel de Peck? Non? Et son autre nom, le champignon aux dents qui saignent. Ce champignon n'est pas toxique, mais il a un goût si amer que tu devrais y réfléchir à 2 fois avant d'en goûter un. Quand il est jeune et en pleine croissance, ce champignon blanc semble avoir de la gelée rouge qui sort de ses pores. Ce liquide collant est de la sève poussée vers le haut parce qu'elle a absorbé trop d'eau. Le champignon adulte est plutôt fade comparé à cela. Sous le chapeau du champignon, où ses spores sont produites, il y a une structure en forme de dent, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'avoir très mauvais caractère lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, lorsqu'ils se battent avec d'autres mâles ou lorsqu'ils cherchent une place à table pour le dîner. On les surnomme diables à cause de leurs dents et de l'un des cris les plus effrayants qui soient au milieu de la nuit. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, bien qu'ils sachent se défendre s'ils sont menacés. Et vu comme leur morsure est puissante, heureusement que les diables de Tasmanie préfèrent s'échapper. Tu fais la fête dans ton jardin avec tes amis. Des gens se lancent un frisbee qui finit par atterrir derrière ta remise. Une de tes amies va le récupérer, mais elle remarque quelque chose qui ressemble à une très grosse balle. En essayant d'attraper le frisbee, elle voit des guêpes qui commencent à bourdonner autour d'elle. Tu étais loin de te douter qu'il y avait un nid de guêpes gigantesque dans ton jardin. Ton ami revient en courant et se précipite à l'intérieur de la maison. Tout le monde est surpris en la voyant courir soudain comme ça.
Puis l'essaim de guêpes se répand dans le jardin. Tout le monde panique et se précipite à l'intérieur de ton salon qui s'avère très exigu. Vous regardez tous dehors, frustrés. Les guêpes vous ont chassé de votre propre fête. Elles se posent sur les amuse-bouches et les grillades. Il y en a maintenant partout dans le jardin. Tu n'as pas d'autre choix que de renvoyer tout le monde chez soi et de nettoyer. Les guêpes ne sont généralement pas dangereuses, sauf si on les provoque. Mais il est tout de même vivement conseillé de les éviter. Tu appelles le service de contrôle des nuisibles pour signaler le nid découvert et tout ce que tu peux faire après ça, c'est t'asseoir et attendre qu'ils arrivent. Mais il semblerait qu'une guêpe ait réussi à pénétrer dans la maison. Tout le monde s'affole et renverse tes meubles et tes affaires. Tu ouvres la porte d'entrée pour qu'elle puisse s'en aller. La meilleure façon de détecter la présence d'un nid de guêpes est d'observer leurs habitudes de vol. Si tu en vois une revenir constamment à un certain endroit, il y a de fortes chances qu'il y ait un nid tout près. Et si tu en vois plusieurs, fais bien attention. Les guêpes se déplacent généralement en solitaire, mais elles vivent ensemble et forment des colonies. Les guêpes ont un incroyable instinct d'ingénieur. Elles construisent leur nid principalement à partir de fibres de bois qu'elles mélangent à leur salive. Elles le transforment ainsi en un matériau qui ressemble à du papier et réalisent des structures en forme d'hexagone. Elles trouvent des morceaux de bois dans les arbres ou, si elles vivent à proximité des humains, dans les clôtures, les rebords de fenêtres et dans d'autres sources de ce type. Les agents de contrôle des nuisibles arrivent vêtus de tenues de protection. On dirait qu'ils sont sur le point de sauver la planète. Tu t'assieds et tu les regardes faire. Tu les observes extraire le nid. Et heureusement qu'il était dans ton jardin. Des nids de guêpes ont été trouvés à l'intérieur de maisons, derrière les placards, dans les garages et même au-dessus des fenêtres. Techniquement, c'est toujours l'extérieur, mais tu aurais une mauvaise surprise en ouvrant ta fenêtre pour profiter de l'air frais. Ce que font la plupart des contrôleurs de nuisibles, et tes sauveteurs dans ce cas, c'est déplacer le nid, qui fait la taille d'un ballon, vers un autre endroit plus sûr dans la nature. Les guêpes sont elles-mêmes des contrôleuses de nuisibles naturels. La plupart des insectes n'osent pas se frotter à elles. Elles s'attaqueront, en cas de menace, à tous ceux qui croiseront leur chemin. Et certains agriculteurs font leur éloge et les gardent à proximité de leur culture pour protéger celle-ci. En ce qui vous concerne, vous pouvez retourner dehors et continuer votre petite fête. Et rallumer ce barbecue illico. En avril 1963, les habitants d'une ferme située dans une région reculée se sont trouvés confrontés au plus gros nid de guêpes jamais recensé. Il pesait tellement lourd qu'il est tombé de l'arbre auquel il était accroché et s'est brisé en deux. La chose mesurait environ 4 mètres de long, soit la taille d'une coccinelle Volkswagen, et 1,5 mètre de diamètre, aussi large qu'un réfrigérateur. Imagine-toi en train de pique-niquer entre amis sous cet arbre. Tu fais une belle petite randonnée dans la région nord-est du Brésil, quand soudain tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, ce n'est pas ton estomac, tu vas bien. Mais il y a quelque chose dans le paysage. Il semble étrange, comme si tu te tenais sur quelque chose d'ancien. Tu vois un groupe de scientifiques au loin, ils te font signe de t'en aller. Au début, tu ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent. Puis tu réalises que tu te tiens sur une énorme termitière. Tu sais, ces insectes qui aiment tellement grignoter le bois qu'ils s'en entourent toute leur vie. Et même si les termites vivent en colonie, comme les fourmis et les abeilles, elles sont en fait de la même famille que les cafards. Les termites vivent principalement en Amérique du Nord et du Sud, mais on en trouve aussi en Europe et en Asie. C'est à cause des humains qui les ont transportés partout avec eux dans leurs bateaux et leurs caisses. Aucun objet de bois n'est épargné par ces insectes, plus précisément par leurs mâchoires. Donc, après t'être éloigné de la termitière, tu t'aperçois qu'il y en a tout un ensemble aussi loin que ton regard te permet de voir. Tu te précipites vers les scientifiques pour comprendre ce qui se passe. Et ils te disent que tu te tiens au-dessus d'un énorme complexe constitué de 200 millions de termitières. Même si un grand nombre de ces nids mesurent environ 3 mètres de haut, ils finissent par former tous ensemble un paysage impressionnant. D'après les scientifiques, le complexe pourrait avoir près de 4000 ans et il est visible depuis l'espace grâce aux satellites. Et il fait la taille de la Grande-Bretagne. Si tu étais une petite termite, ce serait comme si tu découvrais soudain 4000 grandes pyramides de Gizeh. Abandonnées, ces termitières ne sont pas des nids actifs, mais un réseau de tunnels interconnectés. Les scientifiques étudient encore à ce jour cette super colonie de termites, mais ils n'en savent pas beaucoup plus qu'à leur début. Ils n'ont toujours pas trouvé la chambre de la reine. Et vu sa taille, il semblerait que cette découverte ne soit pas pour demain. Les termites sont des créatures pleines de ressources, mais elles peuvent causer beaucoup de dommages aux structures construites par l'homme et même aux cultures et aux plantations. Comme les termites ont migré de continent en continent avec les humains, elles ne sont souvent pas adaptées à leur environnement. Elles finissent donc par chercher refuge n'importe où, y compris dans les maisons et les bâtiments.
Les termites sont responsables d'un grand nombre de destructions de biens et même de l'effondrement de structures de bois. Si tu as une maison dans la forêt et que la plupart de tes meubles sont en bois, alors le buffet est ouvert pour ces petits nuisibles. Mais comme ces créatures mangent du bois, c'est-à-dire de la cellulose, elles finissent par décomposer celle-ci en substances qui, en se répandant dans l'environnement, favorisent la croissance d'autres plantes de l'écosystème. Tu te promènes dans la savane sous un beau soleil brûlant quand, tout à coup, l'astre du jour disparaît. Et ce que tu vois au-dessus de ta tête n'est pas un gros nuage annonciateur de pluie. Tu regardes attentivement et tu remarques un mouvement bizarre dans cette masse. Et tu te rends compte qu'il s'agit d'un énorme essaim de criquets. Probablement le plus gros que tu aies jamais vu. En 2020, l'Afrique de l'Est a connu une invasion de criquets sur une zone équivalente à 3 fois la taille de la ville de New York. Ces vagues d'essaims ont frappé l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique et le Moyen-Orient, dévorant les cultures qui nourrissaient des populations entières. Les scientifiques affirment qu'il s'agit de la plus grande invasion de criquets de ces 50 dernières années. Les criquets sont considérés comme les pires des nuisibles. C'est vrai, un criquet tout seul ne semble pas si méchant, ni même deux. Ils sont plutôt inoffensifs et mangent un tout petit peu de végétation. Mais quand environ 80 millions de ces insectes se réunissent en un endroit, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Avec de tels chiffres, il n'est pas étonnant que le monde entier prête une attention particulière à ces créatures quand elles décident de passer à l'attaque. Il a fallu d'immenses efforts pour contrôler l'invasion. Mais dans de nombreux cas, le sauvetage a été effectué trop tardivement. Du coup, quand tu vois cet énorme essaim se diriger vers toi, tu vas vite chercher un abri. Mais ces créatures peuvent passer à travers n'importe quoi. Tu trouves une petite cabane où te cacher, mais dès qu'elles arrivent, c'est comme si un ouragan frappait soudain. La catastrophe est enfin passée. Tu regardes dehors et tu vois que tout ce qui t'entoure est renversé et rongé. Les cultures ont complètement disparu. Le soleil réapparaît enfin, mais l'essaim n'a pas terminé son œuvre de dévastation. Un autre insecte devenu célèbre pour avoir causé toutes sortes de problèmes en 2020 est le frelon asiatique. Les scientifiques affirment que ces créatures ne sont pas agressives envers les humains, sauf si on les provoque. Mais elles peuvent être très dangereuses pour les abeilles domestiques. Les frelons peuvent détruire des ruches entières en quelques heures. Les minuscules abeilles ne peuvent pas faire grand-chose pour se protéger contre ces monstres qui font 5 cm à l'âge adulte. Oh là là,